bonjour. Aujourd'hui, donc, pour cette nouvelle séance des petits déjeuners d'Urkheim, nous recevons Mariam Ndiaye pour son ouvrage publié en 2016 aux presses universitaires de Montréal, La réforme du droit de la famille. Lapsus, désolé, une déformation de labo. La réforme du droit de la famille, une comparaison Sénégal-Maroc. Donc, on pourrait rajouter entre État, prescription religieuse et féminisme. Donc, à vous, Mariam. Merci beaucoup. Donc, je tiens à remercier Nathalie et Florent pour leur invitation à ces petits déjeuners d'Urkheim qui me donnent l'occasion donc, de présenter ma recherche doctorale. Je tiens aussi à particulièrement remercier mes collègues de l'ISP d'être venus aujourd'hui m'écouter présenter ces recherches. Donc, l'ISP que j'ai intégré donc, en octobre 2016 en tant que chargée de recherche au CNRS. Donc, le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un livre qui est tiré de ma thèse de doctorat donc, sur les politiques du droit de la famille au Sénégal et au Maroc. Et finalement, mes recherches actuelles, qui portent cette fois sur la question de la légalisation de l'avortement, s'inscrivent quelque part dans une forme de continuité de ces recherches, puisque je reste dans un travail qui s'inscrit dans un cadre interdisciplinaire qui croise à la fois la sociologie politique du droit, la sociologie de l'action publique et les études sur le genre. Donc cette thèse, pour en dire quelques mots, je l'ai réalisée donc, à l'IEP de Bordeaux entre 2007 et 2012. Et j'ai profité en fait de mon post-doctorat à l'Université de Montréal donc, pour travailler sur le manuscrit et en proposer l'ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ce que je me propose de faire, c'est peut-être de revenir brièvement sur l'objet, le cadrage de la recherche et dire quelques mots de mes orientations théoriques. Mais je souhaiterais en fait revenir ensuite plus longuement à la fois sur le choix de la comparaison, que j'ai appelé une comparaison aux frontières entre le Sénégal et le Maroc, qui appartiennent traditionnellement à des aires culturelles et à des champs d'études différents, l'Afrique subsaharienne d'un côté et le Maghreb et le monde arabe de l'autre. Puis insister également sur mon enquête de terrain, puisque voilà, elle est vraiment au cœur de mon travail, sur la manière dont j'ai produit les données, puisque je me suis véritablement inscrite dans un processus itératif avec un aller-retour entre théorie et terrain. Et puis je terminerai donc sur quelques résultats de mon travail qui me paraissent intéressants à soumettre à la discussion, sur 3 résultats en particulier. D'abord, l'intérêt qui n'est pas évident a priori sur les terrains que j'ai étudiés, d'avoir une approche par le droit justement pour saisir le processus d'institutionnalisation de l'État, puisqu'on est dans des contextes donc, de faiblesse des institutions, de manque de légitimité du droit étatique et des contextes également marqués par un fort pluralisme normatif. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est l'apport de la comparaison, notamment pour analyser les mobilisations pro- et anti-réforme au Sénégal et au Maroc, parce que cette comparaison, elle permet de saisir la complexité des lignes de clivage et la pluralité des islams, mais aussi des conceptions du féminisme et des droits des femmes qui sont en jeu. Enfin, je terminerai sur l'intérêt de la comparaison des ressources politiques, cette fois, dont disposent les 2 régimes, puisqu'on a d'un côté le Sénégal, qui est une république laïque, et le Maroc, qui est une monarchie islamique. Donc l'intérêt ici, c'est de voir le rôle de l'islam, non pas sous un angle culturaliste, mais bien dans ses dimensions historiques et institutionnelles. Donc la question centrale de mon livre, elle portait sur la capacité de 2 États africains à gouverner la famille, États qui, comme je l'ai dit, disposent de faibles ressources, mais qui doivent aussi faire face à la coexistence de plusieurs systèmes normatifs et légitimités concurrentes. Donc la question que je posais n'était pas tant celle de la mesure de l'emprise de l'État, mais plutôt celle des modalités selon lesquelles il cherche à s'imposer comme instance de régulation légitime et souveraine. Autrement dit, je ne m'intéressais pas tant à la question du si, mais plutôt à celle du comment l'État cherchait à imposer une nouvelle norme fondée sur l'égalité dans un domaine particulièrement sensible sur le plan religieux. Et la famille me paraissait constituer un bon exemple d'un domaine pour lequel, justement, pour reprendre l'expression de Bourdieu, la prétention des représentants de l'État à agir au nom de l'universalité ne leur est pas concédée spontanément, voire leur est contestée. Bien sûr, l'État participe à la construction et à la définition de l'institution familiale, mais il n'est pas le seul acteur à la définir.
La famille, elle ne s'inscrit pas que dans le champ juridique et étatique, mais elle concerne aussi les champs sociaux et religieux, qui peuvent en proposer d'autres définitions d'ordre moral, d'ordre pratique ou encore idéal. Et concrètement, dans les cas du Maroc et du Sénégal, la volonté de promouvoir une réforme fondée sur l'égalité des sexes au nom, donc ça c'était le discours politique, du développement, de la modernité, de la démocratisation, cette volonté de réforme, elle s'est heurtée à des impératifs religieux et ou à d'autres manières endogènes de définir ce que serait justement ce triptyque développement, modernité et démocratisation. Donc mon analyse, elle a porté aussi bien sur le processus d'élaboration de la norme que sur celui de l'application. Donc dans le premier volet, je me suis intéressée aux controverses autour des législations, à la mise sur agenda des réformes et à la fabrication, au processus de fabrication des lois. Et dans le second volet, j'ai davantage mis l'accent donc sur la question de la mise en œuvre et de la réception du droit, tant par les justiciables que par les professionnels de justice, avocats, magistrats et médiateurs. Donc en tenant compte, en faisant tenir ensemble ces deux niveaux d'analyse, je cherchais à questionner à la fois le rapport du droit aux politiques. Est-ce que le droit, ici le droit étatique, peut être un outil de renforcement, de légitimation de l'État? Et le rapport du droit à la société, est-ce qu'il pouvait, dans ce contexte de pluralisme normatif très marqué, servir ce droit étatique d'outil de régulation des rapports sociaux? Alors à mon sens, les développements sur l'application du droit sont peut-être les plus intéressants dans mon travail, puisque si on regarde les études sur les pays du Sud, et notamment les pays africains, on voit souvent que dans les études sur l'action publique au Sud, la question du volet mise en œuvre, application est souvent négligée. Les études se focalisent davantage sur l'élaboration des politiques. Et ça pose, à mon sens, un problème, ça peut finalement laisser penser qu'on est uniquement dans une logique de politique d'affichage de la part de l'État, avec l'idée donc qu'il n'aurait pas les moyens de ces politiques et une capacité donc à ce que le droit se connecte avec la société. Donc dans mon livre, j'essaye de montrer au contraire que la phase de mise en œuvre est fondamentale pour étudier justement cet État en action et montrer comment il va gouverner ce que j'ai appelé une gouvernance par les implicites, en collaboration avec des acteurs non étatiques, j'y reviendrai, pour gouverner cette famille. Et l'idée, c'est vraiment de montrer que la mise en œuvre n'est pas du tout le vide postulé a priori quand on travaille sur ces terrains africains et sur la question de l'action publique en Afrique, et qu'au contraire, elle est très significative des manières de faire État sur ces terrains. Donc, comme je l'ai dit, j'ai travaillé à partir d'un cadre théorique interdisciplinaire, croisant donc à la fois sociologie du droit, de l'action publique et une perspective de genre. Donc la sociologie politique du droit, elle s'est véritablement imposée pour travailler sur des questions centrales dans mon travail, notamment pour appréhender la manière dont pouvaient s'articuler des ordres normatifs différents et la place que le droit étatique pouvait occuper dans ce système de régulation complexe. Également pour voir comment l'État... quelle était la politique de l'État vis-à-vis de ce pluralisme? Est-ce qu'on était dans la négation de ce pluralisme? Ou voilà, quelles étaient les modalités de gestion qui étaient mises en œuvre? Et puis enfin, la question des effets au sens large de ce droit étatique, en s'intéressant donc à l'émergence de ce que j'ai appelé une norme pratique. J'ai retenu ce mot de norme pratique parce qu'il permet justement d'étudier la norme qui émerge pour ce qu'elle est, et pas seulement en termes de décalage entre le droit et la pratique. Et donc, qui conduirait toujours à dire ce droit est défaillant parce que, voilà, à en rester seulement sur cet étalon de comparaison. La sociologie de l'action publique, donc, je l'ai également mobilisée pour étudier à la fois le processus de production de la loi, mais aussi, donc, comme je l'ai dit, le rôle fondamental de la mise en œuvre, avec cette idée donc de sortir de ces grilles de lecture classiques sur les pays africains en matière d'action publique. Alors sur l'Afrique subsaharienne, vous avez toute une littérature qui pose l'idée que finalement, à quoi bon étudier l'action publique dans des États dits défaillants ou faillis? Donc il n'y aurait pas d'État, donc pas d'action publique. Et puis d'un autre côté, vous avez des grilles de lecture qu'on retrouve plutôt sur le cas du Maghreb et du Maroc en particulier, autour de l'autoritarisme, avec l'idée donc que le roi tient tout, maîtrise tout, et donc que finalement il n'y a pas lieu de parler d'action publique puisqu'on n'a pas de diversification des acteurs et que tout est géré directement par la monarchie.
Donc moi, j'ai souhaité m'écarter de ces grilles de lecture pour justement montrer qu'à travers ces réformes et les débats qu'elles ont provoqués, on a eu au contraire une très grande mobilisation des acteurs sociaux, qu'ils soient religieux ou féministes, j'y reviendrai, et une pluralisation de l'action publique. Enfin, mon travail s'inscrit dans une perspective genre, au sens où j'ai travaillé sur l'articulation entre genre et droit, et plus précisément sur la manière dont ils pouvaient se coproduire à travers ces réformes qui visent à transformer des dispositions juridiques qui participent de la définition des rôles sociaux de sexe au sein de la famille. Et cette approche était vraiment intéressante pour faire émerger toute la complexité du droit. Et là, je reprendrai donc le numéro que Jacques Comaille et Anne Réviard avaient dirigé dans Droit et Société, où ils montraient bien à la fois comment le droit pouvait être un outil de reproduction des stéréotypes de genre, mais également une arme qui pouvait être potentiellement un outil pour subvertir finalement ce droit et en faire un outil au service de l'égalité. C'est en tout cas le pari qu'ont fait les mouvements féministes dans ces deux pays. Je vais y revenir. Mais peut-être pour vous donner davantage d'éléments de contexte, revenir sur le choix de la comparaison. Alors cette comparaison, je l'ai appelée une comparaison aux frontières, comme je vous l'ai dit, puisque entre deux aires culturelles et entre deux traditions académiques. Donc, je vais essayer de répondre à trois questions ici. Pourquoi d'abord le choix de cette comparaison ? Qu'est-ce que ça a apporté par rapport à une comparaison que je qualifie de classique, c'est-à-dire entre pays qui appartiendraient à une même ère culturelle ? Et à quelles conditions cette comparaison peut faire sens. Donc au départ, pour moi, l'idée de comparer le Maroc et le Sénégal, elle est venue d'une volonté, d'une curiosité de creuser un paradoxe en fait entre l'actualité de ces deux pays en matière de droit de la famille au tournant des années 2000. Donc Maroc et Sénégal ont connu des débats houleux sur le sujet et les États ont dû faire face finalement à un même défi, être en capacité donc de s'imposer comme instance de régulation. En un sens, on peut considérer que les deux ont su réaffirmer leur rôle en tant que producteurs de la norme légitime, mais on voit bien d'un côté que le Maroc, je le rappelle, donc monarchie au sein de laquelle l'islam est religion d'État, a adopté une réforme substantielle de son droit de la famille, dans une volonté clairement affichée par le roi, qui est également le commandeur des croyants, de défendre le principe d'égalité entre les sexes, donc ça entre 2003 et 2004, et qu'à contrario, à la même période, la République laïque du Sénégal a finalement mis fin au débat en renonçant à mener une réforme en faveur de l'autorité parentale en raison de l'offensive menée par un groupe islamique, le CIRCOF, donc le Comité islamique pour la réforme du Code de la famille au Sénégal, qui lui demandait l'abrogation du code actuel et l'instauration de la charia. Donc j'avais envie de croiser ces trajectoires inversées qui allaient par ailleurs à rebours des idées reçues sur les liens entre islam, laïcité et droits des femmes. Donc cette comparaison, elle me paraissait d'autant plus intéressante qu'elle présentait des avantages par rapport à une comparaison entre pays d'une même ère. Si on regarde la littérature sur ces sujets, au Maghreb, vous avez une très grande production littérature, aussi bien en sociologie, en droit qu'en sciences politiques. Donc sur l'Algérie, on peut penser aux travaux de Feriel Lalami, de Nathalie Bernard-Maugiron sur l'Égypte, ou encore de Frédéric Vérel et Mohamed Mouakit sur le Maroc. Et également donc, Laurie Brand donc, aux États-Unis, qui a fait un très gros travail comparatif entre les pays du Maghreb. Donc de ce point de vue, je ne voyais pas l'apport ou la valeur ajoutée qu'une étude pourrait apporter ici, une monographie ou en tout cas une comparaison entre pays maghrébins. Et concernant l'Afrique subsaharienne, là, la situation est différente puisqu'on a une production assez importante chez les juristes, notamment dans les revues de droit. Mais par contre, les études en sociologie ou en sciences politiques sont finalement assez rares sur cette question. Alors sur l'Afrique, il y a toute une littérature d'anthropologie juridique, mais finalement qui se situe plutôt sur un registre et sur lequel... par rapport auquel je me différencie justement, consistant à opposer toujours un droit moderne versus un droit traditionnel, qui sont pour moi des catégories réifiées et dont l'opposition est largement discutable, et c'est aussi ce que j'essaye de montrer dans ma thèse. Donc je trouvais intéressant sur un terrain comme le Sénégal, où il y a très peu de choses en termes de sociologie du droit,
de pouvoir le croiser à la lumière des grilles de lecture de la littérature qui avaient été produites sur les terrains maghrébins, et plus particulièrement le Maroc. Je vais m'en expliquer. Alors, il ne s'agit bien sûr pas du tout de comparer l'incomparable ou de simplement juxtaposer deux études de cas, où là, il n'y aurait clairement pas de valeur ou d'intérêt à la démarche. Il y a bel et bien des points communs entre ces deux États qui font que la comparaison est plus intéressante et fait, selon moi, plus sens peut-être qu'une comparaison du Sénégal avec d'autres pays subsahariens. Il faut rappeler qu'outre leurs liens historiques, puisque le Maroc et le Sénégal sont notamment liés par la présence de la communauté tidiane, donc issue de l'islam confrérique, qui est présente sur les deux territoires et qui crée un lien très fort. Il s'agit par ailleurs de deux pays africains qu'on peut qualifier à la marge occidentale du monde arabo-musulman, appartenant à ce que j'ai qualifié dans ma thèse d'Occident musulman, avec des traditions en termes d'islam assez proches, puisqu'on est dans les deux cas dans un islam sunnite de rite malékite. Et l'islam est bien évidemment la religion majoritaire. Par ailleurs, ce sont donc deux sociétés profondément religieuses, donc j'entends par là des sociétés où la religion est très présente et manifeste dans l'espace public, qui sont traversées par des antagonismes semblables et qui connaissent une situation de pluralisme normatif en matière familiale. Néanmoins, et c'est ce qui fait le sens de cette comparaison, c'est également les différences importantes, notamment en termes de ressources donc, pour ces deux États, quant à leur possibilité à répondre aux défis posés par la réforme du droit de la famille. Il faut bien voir qu'en termes de légitimité, on est sur deux registres opposés. Je l'ai dit, une monarchie islamique avec un roi commandeur des croyants et un islam institué religion d'État, et une république laïque où l'arsenal juridique a été entièrement laïcisé, où on n'a pas de religion d'État, et où, par définition, le politique n'intervient pas dans la définition du religieux et réciproquement. Et en termes donc, de capacité, donc là, ça renvoie à la littérature dont je vous ai parlé tout à l'heure, la question de l'opposition dans la littérature qu'on retrouve entre État autoritaire et État aux capacités limitées. Donc, la comparaison permet d'analyser finalement la manière dont ces différences et similitudes ont pesé dans les politiques menées, et permet, je pense, d'éviter le piège d'une grille de lecture qui se réduirait au seul facteur religieux pour montrer l'importance d'autres variables, notamment institutionnelles et historiques. Finalement, le fait, si on peut prendre cette expression, de faire voyager l'islam à travers ces deux pays, permet de montrer qu'il correspond à des réalités, qu'elles soient sociales, politiques, juridiques ou culturelles, qui sont plurielles, et que donc selon le temps et l'espace considéré, cet islam a pu constituer aussi bien une ressource qu'une contrainte dans les politiques qui ont été menées en faveur de l'égalité des sexes. Pour ce qui est maintenant de mon enquête de terrain, donc c'est quelque chose que je tiens à souligner et que j'ai dû souligner aussi beaucoup auprès de mon éditeur, c'est que le livre est un travail sociologique et en aucun cas un essai sur la question des femmes et de l'islam. L'objectif pour moi, c'est pas du tout, ça n'a jamais été de définir une essence de ce que serait l'islam, ni de m'inscrire dans un débat de type normatif ou théologique. Ce n'était pas du tout l'objet de ma recherche, qui d'ailleurs, et je pense que c'est l'occasion ici de rappeler l'intérêt de faire du terrain, permet de montrer à travers à la fois la production et l'application du droit que le fameux droit musulman se définit en fait dans la pratique des acteurs, aussi bien les professionnels de justice que la pratique des justiciables, et qu'il est loin d'être uniforme ou homogène. Et en ce sens, j'espère en tout cas que mon travail participe de la déconstruction donc, de cette notion qui est finalement omniprésente dans le débat public sans jamais être véritablement définie. Donc cette précision faite, je voudrais donner quelques précisions sur l'enquête elle-même. Donc j'ai réalisé en fait plusieurs séjours de recherche entre 2007 et 2010 qui au final m'ont conduit à passer plus d'un an sur mes terrains. Alors j'ai fait le choix de me consacrer plus longuement et plus en profondeur au terrain sénégalais que j'analysais donc à la lumière de l'expérience marocaine, puisque comme je vous l'ai dit, il existait déjà une abondante littérature sur le cas marocain. Donc les lieux de l'enquête, ils ont été bien sûr définis en fonction de leur pertinence par rapport à mon objet.
Je me suis intéressée à plusieurs scènes, plusieurs acteurs, aussi bien au sein du monde politique, parlement, ministère, partis politiques, qu'à l'institution judiciaire, qu'il s'agisse des tribunaux, des structures de médiation et des acteurs qui les composent, qui les font vivre, et puis aux groupes militants donc, qui sont intervenus pour ou contre ces réformes. Donc cette enquête, elle a été une enquête essentiellement qualitative, fondée sur l'entretien. Donc l'entretien qui a été mobilisé avec les groupes militants, visant justement à questionner, à travailler sur les ressorts de l'engagement, et qui a été particulièrement utile donc, pour faire ressortir des frontières, et je vais y revenir dans la présentation des résultats, des frontières vraiment floues et labiles entre les groupes, et ainsi qui a permis de montrer que les clivages et les alliances se construisaient et se défaisaient en fonction de nombreux facteurs qui ne pouvaient se résumer à une position idéologique, elle-même plurielle au sein de chaque groupe. Sur les entretiens avec les acteurs institutionnels, là aussi je voudrais souligner la différence d'approche entre le Sénégal et le Maroc, puisqu'au Sénégal, en fait, les archives sur l'élaboration du droit de la famille sont extrêmement lacunaires. Pour vous donner un exemple, les débats parlementaires donc de 1972, je les ai retrouvés après, et grâce, je le remercie au conservateur de la bibliothèque de l'Assemblée nationale, avec qui j'ai pendant une semaine fait toute la bibliothèque de fond en comble, parce que les choses n'étaient pas classées. En fait, au Sénégal, il y a un travail qui se fait de numérisation maintenant de ces archives, mais qui n'était pas fait à l'époque, et elles n'étaient pas classées. Donc retrouver ces débats a relevé un peu du parcours du combattant. Tous les débats, enfin l'avant-projet de code, en fait, est détenu par un ancien magistrat qui les conserve au titre de ses archives privées et qui, au cours d'un entretien, m'a dit qu'il les avait, donc ce qui m'a permis d'y accéder. Mais donc, il y a quand même un vrai problème d'accès aux sources, d'où l'intérêt vraiment des entretiens avec les acteurs de l'époque qui avaient participé à ce processus. À l'inverse, au Maroc, cette réforme, elle est beaucoup plus récente, elle a été extrêmement documentée. Et là, c'était des problèmes similaires, des problèmes inverses, si vous voulez, puisque quelque part, j'avais toujours Là, je ne voyais pas vraiment l'utilité de l'entretien, puisque j'avais le sentiment un peu de me faire réciter cette espèce de success story marocaine. Mais ce qui était par contre très intéressant, c'était d'interroger la réécriture en fait, de l'histoire par les acteurs, notamment les partis conservateurs, qui étaient vent debout contre la réforme et qui, là, a posteriori, justifiaient leur adhésion au texte. Sur le milieu judiciaire, donc, j'ai mené des entretiens avec des avocats, des magistrats, des médiateurs. Et donc là, c'était vraiment bien sûr lié à la question de l'application de la loi et à la problématique donc, de la faible mobilisation du droit par les justiciables et sur la question d'une interprétation qui, dans les deux pays, une interprétation du droit par les magistrats qui reste extrêmement conservatrice. L'observation a également été une méthode mobilisée puisqu'elle m'a permis d'étudier le processus finalement de construction de la légalité véritablement à travers cette observation des tribunaux et du déroulement des audiences. Donc là, j'ai travaillé essentiellement au Sénégal. Donc, au Maroc, ça a été beaucoup plus difficile parce que je n'avais pas les autorisations nécessaires. Donc, il y avait un contrôle beaucoup plus fort. Au Sénégal, j'ai pu par contre assister à toute une série d'audiences, aussi bien au tribunal que donc, à des séances de médiation dans les maisons de justice, qui sont des structures alternatives de résolution des conflits, qui ont été mises en place et qui, justement, arrivent à capter une part importante du contentieux familial, notamment dans les couches populaires. Et donc, cette comparaison entre maisons de justice et tribunaux, elle s'est révélée riche de sens, puisque les procédures, le public et les interactions diffèrent clairement et produisent un rapport au droit différencié, que j'ai notamment exploité donc, dans un article sur la question du divorce et des gardes d'enfants, donc, qui est paru l'année dernière dans Droit et Société. Enfin, j'ai travaillé sur des archives, bien sûr les archives officielles, les archives de presse sur tous ces débats, la jurisprudence, toutes les décisions de justice. Alors là aussi, ça n'a pas de prétention à l'exhaustivité pour le cas du Sénégal, puisqu'autant dans le cas du Maroc, vous avez un suivi de la jurisprudence, des statistiques qui sont élaborées chaque année, et de manière concurrente par les associations de femmes et par le ministère de la Justice, et donc qui donnent une photo à l'échelle nationale. Au Sénégal, on n'a pas du tout ça, donc en fait,
j'ai dû aller au greffe, au sein des cabinets d'avocats, demander des décisions, demander des dossiers, avoir accès à des dossiers. Donc, c'est une analyse là qui a été beaucoup plus qualitative et qui n'a pas prétention à l'exhaustivité. Et en l'absence de statistiques donc, au Sénégal, j'ai effectué en complément un travail statistique qui, là encore, n'a pas prétention à l'exhaustivité puisqu'il porte sur le cas de la seule capitale de Dakar, où j'ai travaillé donc, au centre principal d'état civil pour établir en fait, l'évolution sur 30 ans du type de mariage qui avait été enregistré. Concrètement, je voulais voir, parce qu'au Sénégal, donc, pour faire une parenthèse, que ça soit plus clair, en matière de mariage, la polygamie est le régime de droit commun, mais l'époux peut choisir d'opter pour la monogamie ou un régime dit de polygamie limitée, c'est-à-dire à 2 ou 3 épouses. Et le mariage peut être célébré par l'officier d'état civil, constaté dans un délai de 6 mois, ou alors il y a même un mariage ni célébré ni constaté, qui est reconnu, c'est-à-dire qui est valable entre les parties, mais qu'elles ne peuvent pas opposer à l'État, par exemple pour obtenir des allocations familiales ou ce genre de choses. Et donc là, moi, ce qui m'intéressait, parce que tout le monde dit, au Sénégal, vous entendrez toujours, le droit de la famille n'est pas appliqué, il ne sert à rien, mais personne n'a d'éléments tangibles pour le montrer. Donc j'ai voulu faire un peu ce travail statistique, au moins sur la capitale, pour voir quelle était la proportion de mariages célébrés ou constatés et la proportion de mariages polygames ou monogames sur les 30 dernières années. Donc voilà, c'est quelques mots sur mon enquête pour vous montrer qu'elles ont vraiment des apports et des limites distincts, mais que j'ai vraiment voulu éviter de comparer à tout prix quand les données ne le permettaient pas, pour ne pas procéder à un raisonnement différencié qui aurait consisté à procéder par induction sur le cas qui m'était le plus familier et par déduction sur celui que je maîtrisais moins. Maintenant, je voudrais, dans le deuxième temps de mon propos, vous présenter et soumettre à la discussion donc, certains des résultats de ma recherche. Et donc le premier, donc, que je vous ai introduit tout à l'heure, c'est l'intérêt d'une sociologie du droit, donc pour le dire vite, appliquée à l'Afrique. Donc quand je me suis lancée dans cette thèse, plusieurs de mes collègues dans mon laboratoire africaniste me disaient « mais quel intérêt de travailler sur le droit, ça n'a aucun intérêt, personne n'applique le droit en Afrique, pourquoi tu t'embarques là-dedans ?» Enfin voilà, donc c'était pas très encourageant comme début de thèse, mais comme je disais, travailler sur le droit de la famille, c'est pas dire que c'est la norme centrale ou la norme la plus appliquée ou la plus saisie, mobilisée par les justiciables. Oui, il y a des problèmes d'application, oui, il y a des problèmes d'accès à la justice, mais ça n'enlève pas l'intérêt de travailler sur cette norme, à condition, bien sûr, de considérer les différentes manières dont ce droit étatique intervient, agit à la fois sur le social et le politique. Je vais m'en expliquer. Au niveau de la société, d'abord, l'étude de la mise en œuvre du droit de la famille m'a permis d'aller justement, ma recherche, à rebours de l'idée reçue selon laquelle le droit en Afrique, ça n'est qu'un bout de papier qui n'est pas appliqué. Cette vision, elle est pour partie héritée, donc, comme je le disais tout à l'heure, de l'anthropologie juridique, où on a souvent cette opposition d'un monde binaire avec d'un côté le droit traditionnel qui serait la coutume, la religion, et de l'autre le droit étatique qui serait le droit moderne, lui totalement marginalisé. Donc on oppose toujours légalité et légitimité et on se sert de cette opposition pour expliquer finalement le fossé qui s'est creusé entre le droit de l'État et la société. Donc l'étude que j'ai faite de la mise en œuvre du droit de la famille m'a permis de montrer que cette vision est largement contestable et que plutôt d'une opposition légalité versus légitimité, il faudrait plutôt considérer les logiques de forum shopping et de jeu au pluriel avec le droit. Oui, il y a d'un côté des justiciables qui sciemment vont contourner la justice étatique car ils sont opposés sur le plan des valeurs aux nouveaux textes qui sont promus et le revendiquent comme tels. Mais d'un autre côté, on constate aussi une explosion du contentieux dans les tribunaux sénégalais et marocains, au sein desquels les juridictions sont véritablement confrontées à un manque de moyens matériels et humains et qui amènent les États donc à engager des politiques de réforme du secteur judiciaire. Par ailleurs, il faut noter que les modes alternatifs de résolution des conflits, qui sont notamment développés au Sénégal, connaissent un réel succès. Ils sont donc ce sont des structures qui sont chapeautées par l'État, qui donc là ne gèrent pas du contentieux mais font de la médiation.
Il faut dire que ça se fait dans des quartiers donc, populaires, excentrés donc, de la capitale, mais aussi dans les régions les plus reculées. C'est sur la base donc, de la gratuité. Et les échanges vont se faire à la fois en français et dans les langues nationales, contrairement au tribunal donc, qui est exclusivement francophone. Donc ces éléments témoignent bien, le succès de ces structures témoigne bien du fait que si les problèmes d'accès à la justice sont traités, en tout cas, oui, traités, résolus ou résorbés selon les cas, que ça soit la distance géographique, le problème d'accès financier, le problème linguistique, alors on voit que les justiciables ont tendance à se saisir davantage de leurs droits. Je vous donnerai ici quelques exemples. D'abord, le rapport des élites à leurs droits, parce qu'on a souvent dit aussi bien au Maroc qu'au Sénégal que le droit de la famille, c'est finalement le droit des élites qui repose sur une norme égalitaire qui ne concerne finalement que la minorité dirigeante qui se conforme davantage à ce mode de fonctionnement, à ce mode de vie, et que donc finalement les élites ont produit un droit à leur image. Or, on voit, quand on s'intéresse à qui contourne le droit et comment on contourne le droit, que ces élites font aussi partie, pas plus, pas moins que les autres, des gens qui peuvent contourner ce droit ou simplement ne pas avoir le réflexe de se saisir des institutions judiciaires ou de l'état civil. Pour vous donner un exemple, au Sénégal, plusieurs juges m'ont dit qu'ils avaient eu en face d'eux des avocats, voire des ministres, qui n'ont pas voulu me donner le nom, qui avaient essayé de faire reconnaître un 5e mariage, donc ce qui est totalement illégal, puisque la polygamie est limitée à 4 épouses, ou qui faisaient des déclarations tardives de reconnaissance pour leurs enfants, et qui les déclaraient finalement seulement le moment venu de les inscrire à l'école. Au Maroc, par ailleurs, pour donner un autre exemple, on a souvent dit que le code s'était fait pour les femmes de la bourgeoisie urbaine de Rabat et de Casablanca, sauf quand on regarde, une des réformes phares du code de la famille marocain, c'est d'avoir supprimé la tutelle obligatoire. C'est-à-dire que la femme avait l'obligation d'avoir un tuteur pour pouvoir se marier, dans l'idée donc que les femmes plus autonomes majeures pouvaient prendre cette décision seules. Or, on voit que l'abrogation de la tutelle, alors ce n'est pas une obligation, vous pouvez vous marier avec tuteur si vous le souhaitez, et que finalement, les femmes des classes moyennes et supérieures, donc ça c'est les données des études qui ont été produites par les associations de femmes, ce sont parmi celles qui se saisissent le moins de cette possibilité de ne pas avoir recours au tuteur. Donc finalement, elles n'ont pas ce rôle moteur qu'on leur a prêté. Autre exemple, sur les hommes, alors on dit c'est le code de la femme, alors c'est un surnom que vous retrouvez beaucoup, le droit de la famille, c'est le code de la femme au Sénégal et au Maroc, avec cette idée que tous les hommes seraient vent debout contre les textes. Or, qu'est-ce qu'on constate là aussi, c'est qu'ils peuvent eux-mêmes y trouver un intérêt très clair et le revendiquer. Je vous donnerai un cas qui pose notamment problème au Sénégal, qui pose un problème manifeste pour le magistrat. Donc, au Sénégal, la répudiation est interdite, c'est le divorce judiciaire est obligatoire. Et alors les hommes qui souhaitent répudier leur femme mais sans se retrouver en situation d'illégalité, justement, c'est par leur maîtrise du droit qu'ils arrivent finalement à s'en sortir, puisqu'ils répudient leur femme. Ensuite, ils vont faire constater l'abandon du domicile conjugal par huissier. Et ensuite, demander le divorce au tort de l'épouse pour abandon du domicile conjugal. Alors bien sûr, ce n'est pas la majorité, mais ce sont des cas qui se présentent au tribunal et dont plusieurs magistrats, au cours des entretiens, m'ont parlé, en me disant qu'ils sont bien embêtés parce qu'ils connaissent les réalités sociales, ils savent de quoi ça relève, c'est-à-dire de l'ignorance du droit d'un côté et d'une capacité à jouer sur les procédures de l'autre, mais qu'en tant que juge, ils n'ont pas d'autre choix que d'agir en ce sens, avec toujours la question de la preuve qui est au centre des débats. De la même manière, il y a cette inégalité qui est créée puisque la polygamie est autorisée uniquement pour les hommes. Donc un homme qui ne ferait pas un divorce judiciaire, qui répudierait sa femme et qui se remarierait, finalement ne serait pas dans l'illégalité, alors qu'une femme pourrait de bonne foi, après avoir été répudiée, contracter un nouveau mariage, mais légalement, elle serait en situation de bigamie. Alors ce cas est très rare, mais il y a une chanteuse célèbre au Sénégal qui a été poursuivie pour délit de bigamie par son ex-époux, se basant donc sur ce point de droit. Et ça a été très intéressant parce que la chanteuse étant très connue, ça a donné lieu à un débat
très fort dans la presse sur l'ignorance, l'analphabétisme juridique qui ne pouvait plus durer et qu'il fallait donc que l'État propose des solutions pour éviter que ce genre de situation puisse se reproduire. Et donc, comme je vous le disais, le droit, ce n'est pas le droit des élites, mais il peut être saisi très largement au sein des catégories populaires. Et là, je me référerai, donc pour le Sénégal, aux maisons de justice sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, une maison en particulier, entre 2007 et 2010, où on voit que 80% des requêtes qui sont déposées, elles le sont par des femmes, pour essentiellement des demandes concernant des répudiations, des violences conjugales ou la perte de la garde de leurs enfants. Et de la même manière, au Maroc, les statistiques des associations de femmes montrent que ce sont les femmes qui ont une position sociale dévalorisée, qui sont celles qui sont les plus nombreuses à saisir les associations et à demander une assistance judiciaire pour porter leur divorce devant les tribunaux. On voit également donc, que ce fameux droit qui rencontre tout un tas de problèmes d'application, ce droit étatique, il s'inscrit, donc les problèmes que pose son implication se comprennent en partie par la situation de pluralisme normatif qui caractérise aussi bien le Sénégal que le Maroc. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que l'État n'est pas nécessairement dans une position, il l'a été, et notamment au Sénégal, de nier la réalité du pluralisme, c'est-à-dire de dire non, on a une norme, c'est la norme étatique, et de finalement ne pas regarder, ne pas prendre à bras-le-corps les problèmes d'application. Et on voit aujourd'hui clairement qu'il y a une volonté de se servir du pluralisme comme atout pour permettre à l'État justement d'avoir une légitimité à intervenir. C'est clairement le cas dans les maisons de justice où, je vous l'ai dit, on procède à de la médiation et tout le discours des autorités, c'est finalement de dire la médiation dans notre pays, dans nos cultures, est mieux venue que le contentieux pour gérer la question familiale. Et nos médiateurs, qui sont généralement des anciens juges à la retraite, se basent bien évidemment sur le code de la famille, mais on voit qu'il y a une certaine souplesse qui est prise avec les normes. Par exemple, en matière de succession, au Sénégal, vous avez deux branches pour la succession. Le droit commun, qui est en fait équivalent au droit français, et puis une branche qui est l'exception, donc c'est le droit musulman. Si le défunt a manifesté avant sa mort sa volonté d'avoir une succession en droit musulman, elle doit s'appliquer. Sauf que les gens ne laissent pas de testament au Sénégal, pour la plupart, et donc c'est au juge d'apprécier, c'est dans le texte, le comportement du défunt pour savoir si c'était ou non un bon musulman. Donc je vous laisse imaginer les procédures contentieuses sur cette question. Et on voit là que dans les faits, les juges comme les médiateurs ont tendance à accorder quasi systématiquement les successions de droit musulman, alors que théoriquement, il faudrait prouver cette volonté, ce qui est extrêmement difficile. Et donc les juges sont très critiqués par les mouvements féministes qui estiment que finalement ils ont renversé la charge de la preuve, qu'ils demandent à ceux qui veulent une succession laïque de prouver que c'était le souhait du défunt. Ils se voient reprocher d'islamiser le droit d'une certaine manière. Et leur réponse est, alors les juges que j'ai interrogés aussi bien dans la capitale qu'en région, est finalement toujours la même, c'est l'idée que les gens ont déjà de la réticence à l'égard du droit étatique. Donc si en plus ils viennent au tribunal et qu'on leur impose une norme qui ne correspond pas à ce qu'ils attendaient ou à ce qu'ils souhaitent, ils seront en rupture définitive avec cette justice. Donc il y a une tolérance et une adaptation liée donc à ce pluralisme des normes. Pour ce qui concerne maintenant les mobilisations pro- et anti-réforme, donc au Sénégal et au Maroc, les mobilisations pro, elles ont été généralement emmenées par les mouvements féministes et s'inscrivent dans une logique que j'ai qualifiée de séculière, au sens où il y a un refus que le droit de la famille soit défini uniquement à partir de la religion. Quant aux mouvements conservateurs, généralement, ils sont emmenés par des leaders d'organisations ou d'associations religieuses. Alors pourquoi j'ai choisi de parler de nébuleuses féministes et de nébuleuses islamiques ? Donc j'ai parlé de nébuleuses féministes plutôt que féminines, puisque quand on parle de féminine, on inclut tout groupe de femmes, et tout groupe de femmes n'est pas nécessairement féministe, loin de là, vous avez des groupes de femmes conservateurs, tout en ayant parfaitement conscience que toutes les actrices de terrain que j'ai interrogées ne revendiquent pas nécessairement le terme, notamment parce qu'il est connoté négativement. Elles sont stigmatisées en tant que pro-occidentales, etc., quand elles
Elle se positionne ainsi. Donc il y a des logiques aussi de positionnement et de qualification quand on interroge les militantes sur le plan individuel ou l'association sur le plan collectif. Donc j'ai néanmoins retenu le terme dans l'idée de le définir comme pour souligner en fait la dimension du combat pour l'égalité qui ressortait de ces groupes, de l'étude de ces groupes. Et j'ai parlé de nébuleuse islamique plutôt qu'islamiste, puisque le terme islamique est plus large et permet d'inclure tous les mouvements anti-réforme qui, s'ils ont en commun d'être tous conservateurs, n'ont pas nécessairement un projet d'islam politique. Ça, c'est également important de le souligner. Donc sur la catégorisation, alors c'est sûr, la catégorisation, ça présente des risques de schématisation et de simplification. Ça peut donner l'idée aussi qu'on reprend un discours finalement assez commun sans finalement porter un regard critique dessus. Donc à mon sens, c'est important, enfin même nécessaire de catégoriser quand on fait de la comparaison, puisque c'est aussi à travers ces catégories qu'on peut ensuite faire discuter les cas entre eux. Mais ce n'est pas pour autant qu'on tombe dans des schémas simplistes. Il y a au contraire une idée de reprendre ces schémas des acteurs, cette opposition qui a notamment été très largement reprise par les médias, et notamment les médias étrangers, sur cette ligne de front féministe, et dans les médias c'était féministe islamiste. Et c'est pourquoi j'ai opté pour le terme de nébuleuse, pour justement montrer qu'on a des frontières qui sont loin d'être étanches entre ces groupes, et qu'elles vont être évolutives dans l'espace et le temps considérés. Pour vous donner un exemple de l'hétérogénéité donc, de ces nébuleuses, donc, la nébuleuse islamique, il faut voir que dans les deux pays, on retrouve deux clivages internes structurants. D'un côté, vous avez celui du rapport à l'État, c'est-à-dire les groupes qui sont en collaboration ou en opposition avec l'État, et d'un autre, un clivage qui tourne autour de la conception des droits des femmes. Donc, qui tient ici à l'interprétation que ces groupes font du droit musulman et de la place que le droit musulman donne aux femmes. Et ce qu'on note aussi bien au Sénégal et au Maroc, c'est que plus ces groupes sont proches de l'État, plus ils ont tendance à être en accord, ou en tout cas ne pas rentrer dans l'opposition frontale avec les réformes proposées par l'État. On peut penser au Parti de la justice et du développement au Maroc, le parti islamique actuellement au pouvoir, ou aux confréries islamiques sénégalaises, donc, qui sont extrêmement puissantes. Néanmoins, les calculs politiques, la proximité politique ne fait pas tout, puisque, je vous l'ai dit, il y a aussi la question du discours porté sur les droits des femmes. Alors au Sénégal, c'est convergent, puisque l'islam confrérie, qui est en fait l'islam qui collabore et qui est en symbiose avec l'État, porte finalement le discours sur les droits des femmes est relativement similaire. Au Maroc, par contre, il y a des divergences, puisqu'on voit que le discours le plus ambitieux en termes de réforme des droits des femmes dans la nébuleuse islamique, il n'était pas porté par le PJD, qui est le seul parti d'obédience religieuse reconnu par l'État, mais par le groupe Justice et Spiritualité, et qui a notamment une composante féministe islamique extrêmement forte, mais que la monarchie interdit. C'est un groupe qui est illégal au Maroc, parce que c'est un groupe qui réclame une république et l'abrogation de la monarchie. Donc ils sont d'accord sur le contenu de la réforme, mais finalement en opposition frontale, parce que Justice et Spiritualité met en cause la légitimité du roi Mohamed VI. Au niveau féministe, là aussi, on voit également des clivages qui se croisent entre les groupes et qui peuvent être mis en parallèle pour le Sénégal et le Maroc. On a un clivage, alors c'est pas propre ni au Sénégal, ni au Maroc, ni à l'Afrique, c'est finalement, j'ai envie de dire, un problème qui se pose à tout groupe de femmes, tout groupe féministe, puisqu'il y a ce clivage qui est lié à l'hétérogénéité de la catégorie femme, et c'est tous les débats, donc je pense aux travaux notamment de Marie-Iris Young sur comment est-ce qu'on définit ce groupe, cette catégorie femme, comment on surmonte cette hétérogénéité pour mener la lutte sociale. Mais elle est peut-être d'autant plus marquée dans des pays où les clivages sont extrêmement forts. Je pense notamment au clivage de classe, à la question urbain-rural. Et donc, où cette connexion, cette élaboration d'un combat commun est extrêmement difficile. Je ne prendrai qu'un exemple, c'est celui qui s'est posé au Sénégal comme au Maroc, de la loi sur la parité ou encore sur l'équité fiscale, où beaucoup de groupes de femmes se sont mobilisées, militantes, mais qu'il n'y avait pas une dynamique derrière, une vraie mobilisation sociale, parce que les organisations de base communautaires expliquaient ça concerne que les femmes qui ont la capacité de se lancer en politique, qui ont un salaire, qui sont dans le secteur formel, donc une minorité d'entre nous. Et finalement, le droit de la famille, c'est quelque chose qui peut réunir au-delà justement de ces clivages-là, et qui a permis peut-être aussi de déclencher une mobilisation d'ampleur.
Et il y a également un autre clivage important, donc là qui tient plutôt aux associations mobilisées, c'est bien sûr le clivage de nature idéologique, donc la manière de se positionner, comme je l'ai dit, par rapport à l'idée d'un combat féministe, mais aussi dans le rapport entretenu avec les religions. Et là, c'est un gros débat extrêmement fort, aussi bien au Sénégal qu'au Maroc, qui clive énormément les associations. Est-ce qu'on doit utiliser la religion dans nos argumentaires? Est-ce qu'on doit faire de l'islam un argument pour défendre nos droits? Donc, on voit bien que les enjeux de catégorisation et la question de la frontière des groupes se retrouvent dans les deux cas, et la comparaison permet de montrer donc, cette diversité des conceptions de l'islam, du féminisme et des droits des femmes. Et ça permet aussi de faire ressortir des différences intéressantes, voire des convergences inattendues, notamment en termes de stratégie. Là, je ne donnerai qu'un exemple, et dans la continuité de ce que je viens de dire, sur le combat féministe et la place à accorder à la religion. Donc, comme je vous l'ai dit, on est dans deux pays où l'islam n'a pas du tout la même place. Au Maroc, l'islam est religion d'État, donc vous ne pouvez pas, en tant qu'organisation féministe, tenir un discours dans lequel il n'y aurait pas de place pour l'islam. Tout l'argumentaire féministe doit montrer sa compatibilité avec le référentiel religieux. Alors, il faut bien distinguer, il y a des associations de femmes qui donc disent on défend la suppression de la tutelle matrimoniale, l'égalité dans l'héritage, etc. Et on vous montre que l'islam n'est pas nécessairement opposé à ça, mais elle se réfère par ailleurs aux conventions internationales et à d'autres registres. Donc elles se distinguent, donc elles ont une stratégie opportuniste vis-à-vis de l'islam, c'est-à-dire qu'on va le mobiliser s'il peut nous servir. C'est différent encore des groupes qui se qualifient de féminisme islamique, où là, la demande de droit, elle est faite uniquement par rapport à ce référentiel religieux et elle ne mobilise pas d'autres registres, notamment les textes internationaux. Donc au Maroc, finalement, il y a un collègue marocain qui a écrit un livre justement sur la nature du féminisme marocain et qui a fait un peu débat à l'époque parce qu'il disait de manière provocante qu'il n'y avait aucun féminisme séculier au Maroc et que finalement tout féminisme au Maroc était un féminisme islamique, ce qui a fait bondir certains groupes militants, mais son ouvrage avait le mérite de mettre en lumière cette problématique-là. Et au Sénégal, on pourrait penser que, étant dans un régime laïque, les stratégies allaient être nettement différentes par rapport à ce référentiel religieux. Or, on voit là aussi qu'il y a une proximité de plus en plus grande entre les groupes marocains et sénégalais. Et il y a d'ailleurs des discussions. Enfin, le militantisme, il est aussi transnational, transrégional. Il y a beaucoup d'échanges sur ces sujets. Et elle considère que si le Maroc, justement, a réussi à passer cette réforme et continue d'en passer, le Maroc a légalisé, dans ces conditions certes restrictives, mais bien de légaliser l'avortement, elles disent que c'est justement à cause de ce pragmatisme et cette intégration du référentiel religieux qu'elle mobilise donc de plus en plus aujourd'hui. Et là, c'est très net quand vous lisez les plaidoyers, les argumentaires des années 70 et ceux des années 2000 des associations féministes. On voit clairement que la religion a pris une place importante dans le discours, et notamment aujourd'hui sur le sujet sur lequel je travaille, donc de l'avortement. Enfin, je terminerai donc sur la question, cette fois, donc, justement des jeux sur les régimes islamiques, les régimes laïques et la manière dont ces ressources ont servi au pouvoir en place pour sortir de cette controverse. Parce que le fait d'être un régime islamique ou un régime laïque, en soi, ça ne contient pas la réponse aux problèmes posés par la réforme du droit de la famille. Et c'est un des intérêts de cette comparaison. Donc sur l'islam, au Maroc, comme je vous l'ai dit, on est dans une monarchie islamique, mais il faut bien voir que si l'islam constitue une ressource centrale en termes de légitimation politique de la monarchie, donc là c'est le renvoi au rôle de commandeur des croyants de Mohamed VI, ça reste une ressource marginale sur le plan juridique. Alors je me permets ici de faire une parenthèse, finalement c'est assez cohérent puisque là encore, on a tendance à dire que l'islam est une religion du droit, mais quand vous regardez le Coran, il y a seulement, si j'ai bien les chiffres en tête, autour de 500 versets qui sont des versets qualifiés de juridiques sur environ 6000 versets. Donc là aussi, il faut remettre les choses en contexte. Donc c'est un islam qui est très fort sur le plan politique et beaucoup plus marginal sur le plan juridique au Maroc, où finalement la référence au droit musulman, elle n'est faite que dans le droit de la famille. Dans tous les autres textes juridiques au Maroc, on ne parle pas de droit musulman. Et au sein même du Code de la famille, le droit musulman est présenté comme une source supplétive.
On fait par ailleurs référence à d'autres sources de droit dans le Code de la famille marocain, et notamment donc, à toutes les conventions internationales ratifiées par le pays. Donc, le droit musulman qui va s'appliquer, qui va être intégré dans le texte, c'est le droit musulman tel que l'a défini le commandeur des croyants. Et de ce point de vue, le roi a été très clair au moment de la réforme. Il ne s'agit pas d'islamiser la modernité, mais de moderniser l'islam, se baser sur l'esprit plutôt que sur la lettre du texte, faire de l'ijtihad la voie de la réforme. Donc l'ijtihad, c'est-à-dire c'est la relecture du Coran en fonction du contexte historique dans lequel on se situe. Et donc aucun parti ne pouvait se mettre en opposition avec cette interprétation, au risque de mettre en cause la légitimité du roi, qui, je le rappelle, au Maroc est, selon la Constitution, inviolable et sacrée. Donc on voit que c'est un consensus finalement par le haut, contrôlé par le roi, et une sorte, pour reprendre les termes de plusieurs collègues qui ont travaillé sur le sujet, de processus autoritaire finalement de démocratisation. Au Sénégal, donc, la République est laïque, mais il faut faire attention. Donc certes, on a cette constitution qui consacre le principe de la laïcité dans son article 1, mais la religion est extrêmement présente dans le champ social et dans le champ politique. Donc vous avez notamment tous les travaux de Donald Cruz O'Brien, qui a défini le Sénégal comme ce qu'il a appelé le modèle d'un État à deux têtes, avec d'un côté l'État, le séculier, et puis les confréries, qui, donc, cet État à deux têtes serait fondé sur un contrat social, il a parlé de contrat social sénégalais, qui implique donc une collaboration étroite entre acteurs politiques et confrériques qui participent indirectement à la vie politique. Donc on voit que dans les faits, pour les politiques, c'est extrêmement coûteux de rentrer en opposition frontale avec ces confréries. Et la seule opposition connue à ce jour qui a vraiment donné lieu à un rapport de force très marqué, c'est justement sur le droit de la famille. La réforme, elle est passée en force, mais l'État n'a pas insisté ensuite sur la question de l'application. Le président de la commission à l'époque avait dit appliquera qui voudra la loi. Donc c'était une manière de faire retomber les tensions. Mais on voit que ça a conduit l'État finalement à poser ce texte, mais derrière à ne mener aucune politique de vulgarisation, jusque finalement à ce qu'un groupe, le CIRCOF dont je vous ai parlé tout à l'heure, demande l'application de la charia. Donc là, ça a fait un peu alerte rouge. Et là, il y a eu cette idée, non, il faut vraiment que ce texte soit appliqué, soit mobilisé. Mais pendant près de 30 ans, finalement, on a eu cette espèce d'inertie, d'inaction, qui montre donc la marge de manœuvre très étroite de l'État et ce paradoxe donc de la classe politique dont l'obsession finalement est de ne surtout pas apparaître anti-religieuse et d'aller de plus en plus dans la surenchère en termes de brevet d'islamité, si on peut appeler ça comme ça. Et donc sur la question de la laïcité et de la sécularisation, comme je vous l'ai dit, bien évidemment au Maroc on ne parle pas de laïcité, mais il y a toute une série de travaux qui m'ont intéressée, auxquels je souscris, qui ont interrogé la question de la sécularisation de l'espace politique. Dans le sens où, en 2003, vous le rappelez, il y a eu des attentats à Casablanca et qui ont donné lieu à une prise de position très forte de la monarchie qui, le roi, donc, a décrété que seule, finalement, la commanderie des croyants, c'est-à-dire lui, était en droit de parler de l'islam. Et donc, dans un de ses discours, c'est quand même assez fort, il dit « Une nette séparation doit être faite entre le religieux et le politique, eu égard à la sacralité des dogmes véhiculés par la religion, et qui doivent de ce fait être à l'abri de toute discorde ou dissension, d'où la nécessité de parer à toute instrumentalisation de la religion à des fins politiques. » Donc on voit que c'est parce que l'islam constitue le cœur de la nation marocaine qu'il ne peut être mobilisé comme source de clivage politique. L'idée, c'est de dire que l'islam n'appartient à aucun parti, même si on sait et on le voit qu'il est plus ou moins investi selon les formations politiques. Mais l'idée sous-jacente, c'est vraiment de dire que seul le roi est en droit de définir le contenu de l'islam et son lien donc au projet politique et au projet de société. Donc bien évidemment, c'est un paradoxe intéressant à souligner. Pour autant, il ne faut pas du tout exagérer ou anticiper sur le caractère sécularisé de la société, puisque l'islam est extrêmement présent et signifiant dans la définition des pratiques sociales.
Vous pourrez me dire, au niveau politique, c'est bien le PJD qui est au pouvoir, hein, qui lui met l'islam au cœur de en tout cas de la morale qu'il revendique. Mais on voit quand même que même sous l'ère PJD, hein, qui est au pouvoir depuis 2011, des verrous sautent en matière de droits des femmes. Déjà, le PJD n'a jamais remis en question la réforme du Code de la famille, alors qu'il y était opposé au moment de son adoption. Et puis, c'est sous l'ère PJD, il faut aussi le dire, que se discute actuellement la question de la réforme de l'héritage, réputée intouchable, et qui est en discussion aujourd'hui, qu'a été passée également la loi pour une légalisation partielle de l'avortement. Alors bien sûr, tout ça s'est rendu possible par le jeu de la commanderie des croyants, mais sous un gouvernement donc PJD. Quant au Sénégal, pour terminer, donc comme je vous l'ai dit, la laïcité est un principe constitutionnel. Là aussi, d'après ce que j'ai pu vous dire, vous pourriez penser, voilà, c'est juste un point inscrit dans le texte, mais qui ne fait pas sens au-delà. Néanmoins, on constate quand même que c'est un principe qui est bien ancré, en tout cas chez les politiques, puisque au Sénégal, la réforme constitutionnelle, c'est quand même un sport national, et qu'il y a eu beaucoup de réformes constitutionnelles, notamment sur la durée des mandats, selon les présidents successifs, et que jamais n'a été remise en cause la place du principe de laïcité. Certains en ont fait un sujet de débat, doit-on ou non le retirer, et à chaque fois, ça a été très largement rejeté. Donc c'est un principe qui est quand même là, qui est ancré dans le fonctionnement de la vie politique, malgré sa configuration très spécifique dont je vous ai parlé. Pour autant, on voit que la question de la sécularisation renvoie à des tendances très contradictoires au sein de la société, puisqu'on a d'un côté beaucoup de travaux de sociologie politique sur le Sénégal le montrent, une sécularisation à l'œuvre, notamment les consignes de vote des marabouts donc, qui sont de moins en moins respectées, une affirmation du citoyen, donc il y a énormément de travaux là-dessus. Mais d'un autre côté, on voit aussi une montée en puissance très forte de certains courants conservateurs au Sénégal. Je vous en ai parlé pour le droit de la famille, mais vous avez des débats très durs sur l'avortement, sur la question de l'homosexualité, qui n'existaient pas il y a une vingtaine d'années. Donc c'est un peu tout l'enjeu pour les organisations féministes qui considèrent donc que parce que les élites politiques ont été discréditées en raison de l'échec de leur politique générale par ailleurs, que le principe de laïcité et de modernité tel qu'il était promu par ces élites dans les années 60 a été également discrédité. Voilà, je m'en tiendrai là en espérant que ces points pourront susciter des questions et la discussion, et vous remercie de votre attention. Merci à toi. Oui, merci pour cette présentation très riche et très claire des enjeux de ta recherche et des résultats de ta recherche. Je pense qu'il va y avoir une discussion tout aussi riche, et donc je vous donne la parole. Je ne sais pas, peut-être Jacques, si tu veux commencer, au hasard. Au hasard. Non, moi je veux bien faire deux, trois commentaires pour effectivement commencer, ouvrir cette discussion, ces échanges. Il y a deux, trois choses que je trouve absolument passionnantes. Alors j'ai un grand regret, c'est de ne pas avoir lu ton livre encore, parce que je me dis, incroyable, j'ai travaillé sur ces questions-là. Je suis passé à côté de son livre, donc je vais plonger dessus dès le séminaire terminé. Je trouve que c'est extrêmement intéressant la façon dont tu as construit ton positionnement. Tu es dans un domaine qui est plutôt, tu l'as dit, monopolisé par l'anthropologie du droit. Et donc tu tentes de construire un positionnement aux frontières de la sociologie politique du droit, de l'action publique et du genre, de la famille ou de la sociologie du privé par rapport au public aussi, on pourrait dire. Et je trouve ça très très important, enfin, très illustratif de la nécessité qu'on a toujours de se poser des questions sur la façon dont le travail de connaissance sur le social est organisé, et de considérer toujours qu'il n'y a rien d'évident. C'est-à-dire qu'on peut remettre en cause des choses qui sont parfaitement établies, c'est-à-dire le Maroc et le Sénégal, ça relève de l'anthropologie du droit, il y a une littérature, etc. Et je rentre là-dedans, quoi. Et là, de se dire au contraire, je prends de la distance par rapport à cette consécration des savoirs tels qu'ils sont établis, et je tente de construire un peu. Et je trouve de ce point de vue-là, c'est vraiment extrêmement intéressant. La question d'ailleurs que je voulais te poser là-dessus, c'est
c'est comment, est-ce que tu as des rapports avec les juristes parce que là, tu as pris tes distances par rapport à un savoir consacré qui est l'anthropologie du droit, mais comment les juristes locaux, si je puis dire, réagissent, ont réagi par rapport à ta recherche et la publication. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point important, je trouve, c'est la façon dont tu as vraiment travaillé la comparaison aussi, c'est-à-dire, c'est pas pour des raisons d'opportunité, c'est parce que pour familialement, le Sénégal, etc., mais tu te poses vraiment la question de savoir comment, je dirais, dans la logique de Durkheim, quoi. C'est comment le choix des termes de la comparaison se font par rapport à des objectifs théoriques, quoi. Hein, c'est Durkheim dans le suicide. Ce qui vise, c'est pas comparer pour comparer, c'est comparer pour faire fonctionner la comparaison, les termes de la comparaison, comme une sorte de laboratoire pour construire de la théorie. Et dans je dirais, dans le cas d'un positionnement qui est un positionnement extrêmement original par rapport à la littérature consacrée. Donc ça me paraît extrêmement important. Alors moi, j'avais peut-être donc deux autres questions. Encore plein d'autres choses après, mais je vais rester là dans un premier temps, pour laisser la place aux autres. La première, c'est, tu ne l'as pas évoqué oralement, je ne sais pas si je vais regarder le bouquin avec vraiment beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas tu fais jouer beaucoup le droit civil, mais est-ce qu'il y a à côté un droit social? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, alors évidemment je parle par analogie par rapport à la France, quoi. Est-ce qu'il y a à côté du code civil, est-ce qu'il y a un code de la famille, par exemple? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas là une complexification? C'est-à-dire que la question notamment du statut des femmes, est-ce que ça se joue uniquement dans l'espace droit civil et élaboration des normes et application des normes de droit civil, ou est-ce qu'il y a aussi un volet droit social important, droit de la protection sociale, droit de soutien à la famille, aux enfants, etc. Est-ce que ce droit social, au sens large du terme, il est présent et comment il joue éventuellement avec le droit civil qui semble avoir été plutôt le centre de tes investigations. Et puis, dernier point qui renvoie peut-être à la question de l'originalité de ton positionnement, c'est là, ce qui m'intrigue aussi, c'est le rapport à l'Occident, quoi. C'est-à-dire comment, tu l'as évoqué à plusieurs reprises dans ta présentation, mais comment ça joue dans les débats, quoi. Comment, éventuellement, est-ce que c'est plutôt, est-ce que c'est utilisé comme un argument en faveur de la modernité, ou est-ce qu'au contraire, c'est utilisé comme pour disqualifier, par exemple, toute évolution en faveur du droit des femmes, du statut des femmes, au nom d'un occidentalisme qui serait condamnable, quoi. Et là, je me demandais aussi, alors un autre point par rapport à cette question de l'Occident, c'est finalement, est-ce que tu as été voir, mais où ça serait intéressant que tu ailles voir du côté de tout ce courant actuellement sur les épistémologies du Sud. Je pense à, évidemment, pour Anturas Santos, c'est-à-dire comment, en travaillant sur des réalités qui sont très très différentes des réalités occidentales, c'est pas seulement un changement de terrain, ça nécessite un changement aussi de nature épistémologique, c'est-à-dire sur le positionnement et sur les théories, les concepts qu'on mobilise, parce que les réalités sont des réalités radicalement différentes et on ne peut pas faire comme si, d'une certaine façon, une épistémologie très marquée par l'Occident convient pour travailler sur ces réalités qui sont des réalités différentes de l'Occident. Moi, je trouve ça formidable, fascinant. J'apprends énormément de choses sur des pays qu'on connaît mal, en fait, qu'on croit connaître et qu'on ne connaît pas. Et ce qui me plaît beaucoup dans la construction de l'affaire, c'est qu'on va du palais du roi jusqu'à la maison de justice, c'est-à-dire on voit à la fois la construction des normes et puis leur application dans ce qu'elle a de plus détaillé et de plus quotidien. C'est quelque chose, moi, qui me paraît essentiel. Et j'avais lu sur les maisons de justice l'article de droit et société, c'était un plaisir de le lire. Et ce qui apparaît, une des choses à laquelle on peut être sensible, nous, c'est à quel point, oui, tu dis, mais
on nous dit le droit c'est rien, et en fait le droit est effectivement mobilisé, à condition de se détacher d'une opposition simple entre ce que serait le droit dans les livres et qui serait au fond inapplicable, inappliqué, voilà, et ce que font les gens. Et du coup, je trouve ça intéressant, et tu donnes des exemples sur les mobilisations, les différentes formes de mobilisation du droit. Et tu emploies, c'est la question, cette idée de normes pratiques. Et j'aimerais bien que tu développes, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse dans des contextes extrêmement différents de ça. C'est-à-dire, au fond, on s'aperçoit qu'à certains moments, la norme qui est appliquée, c'est autre chose que la norme officielle, mais c'est néanmoins une norme à caractère juridique d'une certaine manière, ou légal, mais c'est difficile à définir. Voilà. Donc, ça me paraîtrait intéressant si tu pouvais en dire plus dans ce contexte-là, à ce sujet. Moi, j'ai une question d'historien, mais peut-être elle est malvenue, donc je la pose vraiment. Je ne sais pas si tu peux en dire des choses, mais tu as parlé plusieurs fois de réforme, de moments de réforme, et à un moment donné, tu as évoqué au Sénégal la réforme de 1972. Donc il y a une temporalité des réformes. Est-ce que tu as tenu compte de ces questions de temporalité et de contextes différents? Parce que 72 au Sénégal, c'est pas 2004. J'ai entendu que tu parlais de 2004 au Maroc. Donc est-ce que cette question des temporalités, tu les as intégrées? Alors, merci beaucoup pour vos remarques et vos questions. Alors, donc, je vais commencer dans l'ordre. Donc, par rapport à mes rapports aux juristes, Jacques, tu m'interrogeais. Par la force des choses, oui, j'ai dialogué, vu mon sujet, avec des juristes, à la fois ici, avec donc, notamment une collègue, Nathalie Bernard-Mougiron, qui est directrice de recherche à l'IRD, qui est juriste, qui travaille sur le Maghreb. J'ai travaillé avec Baudouin notamment, et ça a été vraiment une rencontre très intéressante pour moi, parce que c'est justement une juriste qui est totalement dans une approche interdisciplinaire de sciences sociales. Et d'ailleurs, ça rejoint tous les débats qu'on a en séminaire, qui n'a jamais été qualifiée en droit, parce qu'on lui reprochait de travailler sur des pays pas très sérieux, et qu'on lui a dit que si elle faisait un article sur la Ve République, elle pourrait prétendre à intéresser le CNU. Donc bon, elle a été... Voilà, petite parenthèse. Mais donc ça m'a aidé à avoir un dialogue, on va dire, positif et constructif, en tout cas d'entrée de jeu avec les juristes. Et au Sénégal et au Maroc, alors en fait, les juristes, au Maroc, j'ai plutôt rencontré des sociologues, parce que finalement, sur le droit de la famille, c'est beaucoup des travaux de sociologie. Donc j'ai pas tant croisé de juristes. Les juristes que je croisais, finalement, c'était les magistrats et les avocats que je rencontrais, mais ils avaient une approche plutôt ouverte et positive, parce que justement la réforme, c'était vraiment le projet de société qui était en jeu derrière, donc pour eux les questions sociologiques étaient totalement pertinentes, et les problèmes concrets qu'ils rencontraient dans leur activité de juge, où on leur demande de se positionner, parfois on leur laisse, justement le législateur laisse des marges de manœuvre importantes aux juges pour ne pas trancher sur des questions sensibles, donc eux ils sont au cœur de ces problématiques-là, donc c'était plutôt vu de manière positive. De la même manière, au Sénégal, les juristes, à la fois académiques, les professeurs que j'ai rencontrés, donc bon, certains, voilà, c'était des remarques, oui, mais bon, on le connaît, le texte, lisez le Guinchard, qui est le texte référence d'analyse juridique sur le droit de la famille au Sénégal. Mais il y avait quand même un intérêt, et j'ai notamment remarqué, parce que c'est toujours une question qu'on se pose, je pense, tout le temps quand on est chercheur, mais particulièrement jeune chercheur, quand on commence à publier, c'est qui va nous lire, à part nos collègues. Et j'ai vu que les magistrats me lisaient, à ma grande surprise, au Sénégal. Quand j'ai commencé à travailler sur mon nouveau projet, j'ai revu certains magistrats pour des entretiens ou pour des mises en contact avec d'autres de leurs collègues, et qui m'ont dit « j'ai lu votre livre, et puis vous dites ça, et je ne suis pas tout à fait d'accord », mais qui étaient ouverts. Enfin, c'était vraiment dans l'échange, voilà, on n'était pas forcément en accord, ils n'étaient pas forcément en accord avec les positions que je pouvais défendre, mais avec de fait un réel intérêt, puisque j'ai eu plusieurs cas de juges en tout cas qui avaient lu des articles ou le livre, et donc voilà, un intérêt en tout cas des juristes par rapport à ce travail. Et je pense aussi au Sénégal, parce qu'il y a, comme je l'ai dit, très peu de travaux sociologiques en fait sur la question, donc c'était une autre aussi manière d'aborder le sujet qui peut-être les a aussi intéressés. Sur ensuite la question dont ça pouvait jouer, la question des réformes relatives aux femmes, sur tout ce qui touche plutôt au droit social, droit de la protection sociale.
Soutien à la famille, aux enfants. J'avoue que je me suis moins intéressée à la question, parce que je partais donc du Sénégal, hein, principalement au départ. Et en termes de droit social, alors c'est des droits qui existent, mais en fait qui ont un vrai problème d'application. Pour le coup, on parle du problème d'application du droit de la famille, mais là, dans les villes, dans les zones urbanisées, etc., les gens peuvent faire valoir ces droits-là, mais en fait, c'est des droits qui restent encore très, très peu mobilisés, très mal connus. Alors, on focalise beaucoup sur le droit de la famille parce que tout de suite, ça fait débat, l'égalité homme-femme, etc. Mais finalement, c'est loin d'être le droit qui est le moins appliqué ou le moins connu. Excuse-moi, il n'y a pas, par exemple, un code laïque, enfin un code étatique de la famille, quoi. Non, c'est... Du côté du droit social. Non, c'est des dispositions. Ouais. Et je sais que c'est en discussion en ce moment, parce qu'ils sont en train notamment de créer un code de l'enfant au Sénégal, et donc ça les fait réfléchir à certaines dispositions en droit social sur ces enjeux. Donc ça peut être vraiment un enjeu par rapport notamment à la question de l'application, une façon, on dirait, notamment d'améliorer les droits, notamment des femmes, c'est de jouer aussi sur le registre du droit social par rapport au droit civil. Oui, quoi. Tout à fait. Sur le rapport à l'Occident, alors c'est très clair, chez les opposants aux réformes qui vont dans le sens de l'égalité, l'Occident c'est l'épouvantail, c'est le repoussoir. Ils essayent en fait la position c'est de dire nous, on est les enracinés et vous êtes... Alors j'ai eu ce terme d'un militant du CIRCOF au Sénégal qui m'a dit de toute façon les militantes féministes ce sont toutes des occidentales délavées. Donc, mais je trouve que l'image au moins est parlante, ça représente un peu tout le discours qui est porté, c'est de dire finalement elles veulent faire une pâle copie de choses qui ne correspondent pas à nos réalités sociales et c'est finalement leur faire un déni de représentativité. Sauf ce qui est intéressant à creuser, c'est qu'en fait ce problème de représentativité, il est réel, hein, parce que ces associations, c'est des associations de femmes, des femmes juristes, des femmes intellectuelles issues de la bourgeoisie qui ont fait des études, notamment en France, aux États-Unis, donc c'est une vraie question. Sauf que les mêmes militants opposés au code, mais ce sont des gens qui sont érudits en arabe, qui ont fait leurs études dans les pays du Golfe, en Tunisie, au Maghreb, et qui représentent une minorité d'intellectuels arabisants qui n'a pas du tout prise. En fait, c'est pas du tout l'islam confrérique, l'islam populaire, c'est un islam qui se veut réformiste, qui est très critique des confréries, et qui finalement rencontre très peu de succès, en tout cas au Sénégal. Et c'est intéressant de voir qu'ils leur renvoient ce déni de représentativité par rapport à l'Occident, mais qu'eux-mêmes ont un problème pour s'imposer par rapport à l'islam confrérique et le même problème de représentativité. Quant au rapport, et ça me permettra aussi de rebondir sur la question de Brigitte, sur les féministes, l'Occident, il y a un rapport qui est compliqué. En fait, elles ne veulent pas qu'on les renvoie à ça, justement, parce que c'est une manière de les délégitimer. Et elles renvoient au débat sur l'égalité. Il y a plusieurs militantes qui m'ont dit une femme qui ne veut pas être jetée à la rue, répudiée, sans enfant, sans droit, sans rien, c'est une indignation qui n'est pas propre à l'Occident et qui est universelle. Donc il y a un discours sur l'universalité et dire que l'universalité, elle n'a pas à être monopolisée par l'Occident et qu'on peut tout à fait considérer qu'il y a une universalité de certains droits sans être occidental. Et c'est intéressant de voir, donc j'ai beaucoup parlé du registre islamique qui est mobilisé, d'y regarder au sein même de notre religion. On peut trouver des textes qui vont dans le sens de ce qu'on défend. Vous avez beaucoup aussi, et c'est plus récent, mais c'est intéressant aussi à constater, au-delà de tous la pioche dans le répertoire religieux, le féminisme islamique, etc., tout ce qui touche, et là je pense beaucoup au Sénégal, à la question du féminisme noir, du féminisme décolonial, qui n'était finalement pas tellement présent dans les discours, et qui aujourd'hui on le retrouve dans les références qui sont mobilisées, et dire on peut construire notre propre rapport à l'égalité, distinct de celui de l'Occident, mais pas forcément en opposition. Donc c'est une manière pour elles de concilier à la fois leur combat pour l'égalité et de l'enraciner en fait localement et refuser donc cette manière d'être délégitimée sur ce ressort de l'Occident. Et donc d'ailleurs sur les conventions qui sont mobilisées, avant on le voyait là aussi c'était intéressant, c'était toujours la CEDEF, donc Convention internationale sur les droits des femmes, qui était mise de l'avant.
Maintenant, c'est le protocole de Maputo. On parle beaucoup plus des conventions africaines, du droit régional africain. Et là, pour dire, ben voilà, c'est nos pays, nos voisins c'est ensemble, l'Union africaine qui a créé ce droit, donc, où on va sur des registres régionaux, locaux. Il était en quelle année? Je me souviens plus. Alors, Maputo, j'ai plus la date. Le Sénégal a ratifié en 2005. Mais c'est les années 2000, début des années 2000. Et sur tous les plans, c'est toujours beaucoup plus Maputo que la CEDEF qui est aujourd'hui mise en avant. Là aussi, on voit comment ça a évolué, cette volonté de se décentrer aussi par rapport à ça. Sur la norme pratique, oui, effectivement. Moi, en fait, c'est en lisant... Alors, c'était pas sur le droit de la famille. J'ai lu pas mal de choses sur un peu la question du fonctionnement des administrations, des bureaucraties en Afrique, et notamment tous les travaux de Giorgio Bundo, Olivier de Sardan, donc qui étaient vraiment sur la question des fonctionnaires de l'administration et la manière dont étaient mises en œuvre dans les hôpitaux, dans les palais de justice, dans toutes les administrations étatiques, les normes, et justement, ils avaient ce principe de défendre l'idée d'une norme pratique pour, comme tu me rappelais Benoît, que je le disais, sortir de cette opposition entre le droit des livres et le droit des textes. Et alors voilà, en disant, ils disent vraiment c'est un concept empirique justement qui vise à saisir sur le terrain à quoi ça pourrait correspondre, à quelle définition ça pourrait correspondre au cas par cas selon les domaines qu'on étudie. Alors là où j'ai fait le plus, je vous l'ai dit pour des questions aussi d'accès, de terrain, on va dire d'ethnographie judiciaire, c'est au Sénégal, dans ces maisons de justice et ces tribunaux. Et moi, je l'ai vu émerger à la fois, donc pour donner des exemples très concrets, donc j'en ai parlé un petit peu, c'est sur les successions. Et j'ai vu, par exemple, voilà, une pratique d'un juge dans une banlieue de Dakar, donc qui, au moment de trancher pour les successions, en fait, donnait un document qu'il avait produit lui-même aux justiciables, où il leur demandait de cocher, donc il demandait aux héritiers, de cocher s'ils voulaient une succession de droit commun ou de droit musulman. Et il a eu beaucoup de problèmes avec ça, parce que certains collègues ont dit mais c'est totalement illégal de faire ça, le juge n'a pas à provoquer l'héritier par rapport à son choix, etc. Et lui dit mais je n'oblige l'héritier en rien, je l'informe de ce qu'est le droit, parce qu'après coup on va faire le jugement d'hérédité, il y en a qui vont contester en disant mais on ne savait pas que c'était le droit commun. Et donc il y a tout ce débat-là, mais voilà, c'est sur des choses très, très pratiques comme ça, et qui ont finalement été actées. Et selon les tribunaux où vous allez au Sénégal, donc tous ne l'ont pas mis en place parce que c'est de l'initiative d'un juge, mais il y a des formulaires comme ça qui circulent, qui ont été autorisés, qui ne sont pas illégaux, qui peuvent être discutés, et ça fait débat, mais qui sont là, qui existent. Sur la question du divorce et de ses conséquences avec la garde d'enfants, etc., là aussi, donc, je vous l'ai dit, la répudiation, elle est proscrite. Donc, théoriquement, si une femme vient se plaindre parce qu'elle a été répudiée, en général, c'est devant les maisons de justice, le rôle du médiateur, c'est de convoquer le mari et de dire à la femme qu'elle peut intenter une procédure pénale. Or, ce n'est pas ce qui se fait. Parce que l'idée, c'est on ne peut pas faire ça, on va créer plus de problèmes qu'on ne va apporter de solutions, ça va rentrer dans des démarches judiciaires extrêmement longues, extrêmement coûteuses. Donc en fait, la négociation, c'est de convoquer le mari, d'essayer et en fait de lui dire... D'ailleurs, j'allais dire, lui mettre la menace du pénal, mais en fait, elle est souvent même pas évoquée. C'est simplement de lui dire qu'il doit assumer notamment une pension alimentaire pour sa femme et ses enfants, et essayer de négocier sur la pension alimentaire. Et s'il obtient la pension alimentaire, le dossier est clos, et le médiateur va, là aussi, on est toujours à la frontière légale-illégale, parce que pour divorcer, vous devez avoir un certificat de mariage. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous marier sans passer dans le tribunal, c'est tout le problème. Donc il faut retourner au lieu, à la mosquée où s'est fait le mariage, qui peut être bien plus loin, etc. Donc ça peut prendre des mois, ça peut retarder le divorce et pénaliser aussi bien l'homme que la femme. Donc là, le médiateur va appeler son copain à tel service d'état civil et lui demander de faire un certificat de mariage, par exemple à Dakar, un certificat de mariage pour le mariage de monsieur et madame Antel qui se sont mariés à Hambourg il y a 15 ans. Et donc voilà, et c'est des pratiques qui sont connues, qui se font, qui, voilà, et au nom de l'efficacité du pragmatisme, qui sont acceptées, adaptées, aussi bien dans les tribunaux que dans les maisons de justice. Donc c'est toutes ces pratiques-là que j'ai essayé un peu de faire ressortir comme ça, parce qu'elles changent de fait l'orientation du droit, en tout cas tel qu'il a été mis dans les textes. Quand on lit l'avant-projet de code, quand on lit les débats parlementaires,
voilà, c'était quelle était l'idée aussi derrière telle ou telle disposition. Et on voit bien que, par exemple, la succession, c'était petit à petit, les gens vont tous venir à une succession égalitaire, c'est une question de temps, sauf que non, on voit au contraire que c'est l'inverse qui le produit. En matière de mariage, je vous ai un peu parlé des statistiques que j'ai élaborées. Oui, ces statistiques, elles confirmaient que dans les années 70, il y avait 50-50 en termes de polygamie, monogamie, et qu'aujourd'hui, c'est 90% de polygamie. Alors, avec... Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a 90% de polygames. Ça veut dire qu'il y a 90% d'hommes qui signent polygamie, mais ils ne sont pas obligés de prendre. C'est juste, comme ils disent c'est... Comment il m'a dit, un juge? Il m'a dit, c'est une épée de Damoclès sur la tête de ma femme, comme ça elle sait que ne faut pas trop m'embêter, sinon je peux prendre une autre femme. C'est un peu, voilà. Mais donc tous les hommes qui signent polygamie ne sont pas... La majorité des hommes sénégalais sont mariés sur le régime de la polygamie, mais ils sont loin d'être tous polygames. Et ça, c'est très difficile, il n'y a pas de chiffres là-dessus. Et puis sur la question de l'histoire, oui, bien sûr, j'ai tenu compte des contextes. En fait, comme j'ai dit, moi, je suis partie au départ de cette polémique croisée qu'il y avait dans les années 2000, avec d'un côté le Maroc, donc, qui voulait réformer son texte, alors, qui pour le coup était complètement calqué sur le rite musulman malékite, qui avait été un texte adopté au moment de l'indépendance, et qui a réformé donc de manière très substantielle ce texte, et le Sénégal qui lui avait déjà un texte qui faisait référence dans les pays à majorité musulmane, parce que le code sénégalais, donc, qui a été adopté également après l'indépendance, donc en 72, je vais expliquer aussi parce que l'indépendance était en 1960, c'était considéré comme un texte de référence parce qu'on a dit, bon, ben, c'est un pays à majorité musulmane dans lequel les droits des femmes sont extrêmement développés par rapport à d'autres pays du Maghreb ou du monde arabe. Et le Maroc s'est notamment beaucoup appuyé sur l'exemple sénégalais dans les réformes qu'il a portées en 2000. Et donc ce pays, entre guillemets, modèle référence qu'est le Sénégal, en 2000, il veut faire une réforme, entre guillemets, marginale, puisqu'elle ne concerne qu'un point du texte, c'est l'autorité parentale, et il n'en a pas la capacité finalement. Et c'était intéressant de comparer finalement qu'est-ce qu'était le Sénégal en 70. Donc déjà, pourquoi 72 et pas 60? Parce que déjà à l'époque, à un moment donc d'indépendance où il y avait quand même, on est à l'époque voilà, de tout ce qui touche à l'idéologie de la modernité, mais vraiment cette idée de développement, c'est le Parti socialiste, parti unique au pouvoir, de rattrapage de l'Occident, mais la modernité c'est l'Occident, c'est le modèle à atteindre, etc. Et malgré ça qui est très fort à l'époque, beaucoup moins qu'aujourd'hui, on voit que ça a mis quand même 12 ans d'adopter ce texte, parce que l'idée c'était, ça reste un sujet sensible, il ne faut pas brusquer, etc. Mais ce que je trouvais intéressant de comparer, et justement de pas nier, au contraire de montrer la différence de cette temporalité, c'est comment on définissait la modernité dans les années 70 et comment on l'a définie dans les années 2000. Et dans les années 70, voilà, c'était vraiment une modernité, ça rejoint les questions que j'ai eues tout à l'heure, calquée sur l'Occident et sans complexe finalement, puisque le développement, la modernité, c'était le rattrapage, et que dans les années 2000, aussi bien qu'au Sénégal qu'au Maroc, la modernité, c'est plus du tout là-dessus. C'est au contraire des discours très forts sur la nécessité de définir une modernité endogène qui puisse recourir à différents registres, et notamment religieux. Et on voit que la réforme du Maroc, qui en termes d'ampleur peut être comparée au code sénégalais de 70 par rapport au contenu de la réforme, elle se base sur l'idée d'une modernité islamique. Enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est on va moderniser l'islam et pas islamiser la modernité. Et on voit là l'incapacité qu'il y a eu de la part des autorités sénégalaises, justement à proposer un autre discours sur la modernité. Il y a eu une incapacité à renouveler aussi ce discours sur la modernité, et qui est très clair, puisque finalement, l'État renonce parce que quand il veut aller sur le terrain, par exemple, dire on a une modernité endogène, notamment basée sur nos coutumes, sur notre islam, etc., il se fait finalement rembarrer par ces groupes qui lui contestent donc cette légitimité à revendiquer une modernité endogène islamique en disant finalement c'est vous qui pendant 30-40 ans avez coulé le pays avec des modèles qui n'ont pas fonctionné et qui échouez donc aujourd'hui à pouvoir réactiver différemment ce registre de la modernité. Une question sur comment tu dis qu'il y a eu une évolution, justement une réinvention du discours de la modernité. Comment justement est vécu, tu parles des années 60, du moment de l'indépendance, comment est vécue cette différenciation, c'est-à-dire comment on se différencie de ce qu'on faisait avant? Est-ce qu'on considère que les Français
en l'occurrence ces deux pays qui étaient sous domination française, est-ce qu'on considère que les Français avaient imposé quelque chose? Est-ce que en fait les colonisateurs n'avaient pas touché à ces questions de droit de la famille pour justement ne pas s'aliéner ou dire bon, ça c'est du droit musulman, c'est votre droit à vous, nous on s'occupera d'autres choses? Est-ce qu'il y a un positionnement par rapport à ça? Est-ce que ce positionnement évolue? C'est-à-dire, comme tu le dis justement, la modernité, c'est l'Occident à rattraper, mais en même temps, il faut s'en distinguer puisqu'on vient d'être indépendant. Il y a un nouveau discours sur la modernité aujourd'hui, la modernité, l'islam moderne finalement aussi, qui est une manière de se réapproprier, comme tu dis, de décentrer. C'est une forme de troisième voie finalement, qui ne serait... et je trouve que c'est ça aussi. Enfin, moi, je pose la question, mais quand tu te dis, il y a le droit traditionnel d'un côté, il y a le droit de l'État de l'autre, avec cette idée qu'on peut comprendre, c'est-à-dire l'État de droit qui sont des idées qu'on peut penser étant occidentales ou apportées par l'Occident, etc. Et toi, ce que tu montres, c'est que sur le terrain, il y a une troisième voie, c'est-à-dire une porosité entre les deux, le fait qu'on utilise l'un ou l'autre, qu'on utilise l'un et l'autre, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves dans les discours, en fait? Voilà, est-ce qu'on se positionne, est-ce qu'on remonte très loin, jusque dans les années, ou même à ce moment-là, l'entre-deux-guerres, en disant... Oui, oui, bien sûr. Alors par rapport à l'héritage colonial, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, les groupes notamment qui défendent les réformes, notamment les groupes féministes, etc., sont extrêmement critiques par rapport à l'héritage colonial. Et elles disent finalement, les meilleurs alliés des conservateurs, le meilleur allié des conservateurs, c'est l'héritage colonial. Alors ils font que nous traiter d'occidental, mais au final, c'est eux qui sont le plus fidèles à ce qui a été pratiqué au temps de la colonisation. Parce que la politique coloniale, alors on était protectorat puis une colonie, donc il y avait aussi des statuts différents, mais la politique était la même. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un très grand contraste entre le discours civilisateur, etc., d'un côté, et puis la pratique dans les pays en question, puisqu'il faut bien voir qu'au Maroc, c'était vraiment un pluralisme juridique confessionnel qui était en place. Il y avait donc le droit musulman, le code hébraïque qui existe toujours pour la minorité juive. Puis, il y avait surtout le fameux daïr berbère qui heurtait profondément les nationalistes marocains. D'ailleurs, dès que le Maroc est devenu indépendant, c'était un des chevaux de bataille en fait des nationalistes. C'était l'abrogation de ce daïr berbère qui permettait donc à la population berbère d'avoir un code en matière de relations familiales différent de celui des musulmans. Donc c'était vraiment une logique de pluralisme et que contestaient les nationalistes au nom de l'unité du Maroc au moment de l'indépendance. De la même manière, au Sénégal, et c'est souvent ce que les pro-réformes renvoient à la figure des conservateurs, c'est que le droit musulman, si on est très concret, il a été inventé par le colonisateur. Le premier tribunal musulman au Sénégal, c'est Saint-Louis, 1857. Parce que les colonisateurs français disaient les coutumes, on s'en sort pas, il y en a trop, on n'arrive pas à maîtriser. Le droit musulman, c'est un droit écrit, on connaît, on peut avoir une certaine prise dessus qu'on n'a pas du tout sur les coutumes, donc on crée des tribunaux musulmans. Ces tribunaux musulmans, ils ont été quand même créés au moment de la colonisation. Donc ça, c'est des héritages que certains oublient rapidement, mais qui sont mis en avant dans le débat. Et au moment des indépendances, donc oui, il y avait de dire on va rattraper, mais on veut faire la rupture. Et faire la rupture, c'était pas tant sur le fond des droits que sur la forme, c'est-à-dire on supprime le pluralisme, avec cette idée que un État fort, c'est un État moniste qui supprime, qui prône l'unité du droit, et que donc c'est à l'État d'avoir le contrôle sur la famille, et on doit avoir un droit de la famille unique, unitaire, sous contrôle de l'État, et pas ce pluralisme. D'ailleurs, j'avais mis en parallèle les discours du président Senghor dans les années 70 pour justifier... parce qu'ils avaient fait un travail de recensement des coutumes à la base de questionnaires. Donc ils en étaient arrivés à 69 coutumes en disant c'est bien trop. Donc le point commun c'est l'islam. Donc on va dire qu'on a une coutume wolof islamisée plus l'héritage colonial et on va construire notre droit de la famille à partir de ces deux références. Mais les discours pour dire qu'il fallait supprimer le pluralisme pour construire une nation unie et un État fort, j'avais pris les discours notamment du baron de Locré au moment des codifications napoléoniennes. Mais on retrouve certains termes mot pour mot sur le côté négatif du pluralisme qui empêche la construction de l'État, la construction de la nation. Et j'avais mis en parallèle en fait les discours, on retrouve vraiment ce même discours autour de la force du droit, de la nécessité pour l'État de contrôler son droit. Donc la rupture, elle ne s'est pas faite tant sur le fond des dispositions que sur qui est en charge de les appliquer et qui est en charge de dire le droit. Voilà. Tu emploies le terme de nébuleuse. Et
Et donc je me suis interrogé pour savoir si c'est... Et tu as très peu employé, ou sinon pas du tout employé le terme de mouvements sociaux. C'est-à-dire, alors je veux savoir, est-ce que ça tient à la réalité d'être très complexe que tu as effectivement évoqué et que tu as analysé, ou est-ce que effectivement on pourrait identifier, alors peut-être là aussi par analogie avec l'Occident, des mouvements sociaux féministes très établis et qui sont des acteurs, qui seraient des acteurs très importants dans les processus à la fois de formulation de la loi et dans le processus de mise en œuvre de la loi. Donc ça c'est ma première question. La deuxième, c'est, je trouve qu'il y a un aspect qui m'intrigue beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, c'est quand tu as évoqué comment tu te différencies de l'anthropologie juridique, quoi. Et la question que je me posais, qui est en lien aussi avec ce qu'on vient d'évoquer, peut-être, c'est est-ce que d'une certaine façon, ton dispositif de savoir que tu as mis en place, sociologie politique du droit, sociologie de l'action publique, sociologie du genre, c'est un dispositif de savoir qui est plus conforme à ce qu'est maintenant la réalité de ces pays-là par rapport à une anthropologie juridique qui serait très marquée par une temporalité qui est celle de la colonisation et de la post-colonisation, quoi. Je trouve qu'il y aura un beau débat là, à avoir avec les anthropologues du droit notamment, sur ton positionnement. Est-ce qu'il est, de ton point de vue, plus adéquat par rapport à ce qu'est maintenant la réalité et la façon de travailler sur cette réalité africaine telle que tu l'as fait. Et puis dernière question, si on a encore le temps, là aussi, c'est tu travailles sur le droit à l'avortement maintenant, et quelle est pour toi a priori l'utilité de cet objet-là par rapport à tout ce que tu viens d'évoquer, quoi. En quoi il prolonge, il approfondit, ou en quoi il ouvre des voies nouvelles de réflexion? Alors, sur le terme nébuleuse, effectivement, je l'ai choisi au départ par rapport à ce que j'ai vu et trouvé sur le terrain, puisque j'étais assez en difficulté, en fait, et en questionnement par rapport à certains positionnements qui sont liés justement à toute cette émergence, alors je le dis très vite et très schématiquement, mais de ce qu'on peut mettre derrière le féminisme islamique, et qui faisait que très concrètement, je me retrouvais avec certaines militantes que j'ai pu avoir à interroger, qui militait par exemple, je pense à un cas spécifique, une étudiante juriste qui militait au sein de l'association des juristes sénégalaises, qui était active dans les boutiques de droit, qui sont l'équivalent de maisons de justice, mais gérées par les associations. Donc qui faisait du conseil, de la médiation auprès des femmes répudiées, battues, etc. Et un peu plus tard, j'ai voulu interroger l'association des étudiants musulmans de l'université de Dakar, l'université Cheikh Anta Diop, et cette association qui avait... alors, c'était pas net, mais en tout cas, certains militants avaient plutôt pris position en faveur, ou en tout cas avaient un discours plutôt ouvert à la proposition d'instauration de la charia en matière familiale au sein de cette association, et je voulais donc les rencontrer. Et on m'a renvoyé à une interlocutrice qui était cette jeune femme que j'avais rencontrée à l'association des femmes juristes. Donc voilà, c'est très concrètement à partir de cette personne-là, et donc j'en ai reparlé. Et voilà, elle a expliqué ce positionnement que, oui, elle était pour, et que c'est pour ça qu'elle s'investissait dans la maison de justice, pour qu'on défende les droits des femmes, etc. Concrètement, et pas seulement dans les textes, mais que par ailleurs, ça ne l'empêchait pas de considérer qu'on devait avoir un droit qui était plus conforme à ce qu'elle considérait comme être dans la culture sénégalaise, etc. Mais c'était pas... voilà, quand elle défendait un droit islamique, elle disait, mais en islam, on peut tout à fait trouver des éléments qui permettent de défendre ces mêmes droits. Donc voilà, c'est à partir de ce genre de cas que voilà, je me suis dit qu'il fallait... Et après, je l'ai vu à d'autres échelles. Une circulation quand même des militants qui m'a fait aller vers ce terme. Pour autant, je parle de la question des mouvements sociaux, et notamment, alors moins dans le livre, parce que l'éditeur, la partie théorique, il n'en veut pas, on va dire, ou en tout cas, il faut beaucoup réduire. Mais j'essaye quand même de parler de tous les débats qu'il y a sur la sociologie des mouvements sociaux, et qui est en plein renouvellement sur les terrains africains aujourd'hui. Et sur les mouvements de femmes, il y a tout un débat, notamment, je pense, tous mes collègues qui travaillent sur le Sénégal. Est-ce que c'est pertinent de parler de mouvements sociaux pour les mouvements de femmes? Est-ce qu'on peut véritablement parler de mouvement social féminin?
Donc là, il y a tout un débat dans la littérature là-dessus, de la même manière qu'au Maroc, avec voilà, ces mouvements sociaux, ils émergent, mais finalement, dans le temps, c'est assez récent. Enfin, la chape de plomb au Maroc a commencé à se lever progressivement, mais l'affirmation des mouvements sociaux, elle est finalement assez récente. Et c'est pour ça que j'ai travaillé, je continue à travailler avec Frédéric Vérel, qui est, lui, professeur à l'Université d'Ottawa, et il a bien montré l'émergence de ces mouvements sociaux en tant que force politique au Maroc au tournant des années 2000, à partir justement de l'exemple du droit de la famille et aussi des mobilisations des Berbères, pour montrer que ça a été vraiment un peu le tournant, et que c'est la première fois, c'est les deux premiers mouvements d'ampleur qui ont amené à repenser l'analyse de l'action publique, pour montrer que les mouvements sociaux avaient une part dans la reconfiguration de l'action publique et que désormais on pouvait justement parler de pluralisation, diversification des acteurs. Donc j'intègre cette notion de mouvements sociaux, mais finalement comme ce n'était pas mon champ principal, c'est plus un état des débats et je justifie pourquoi je parle de tel terme plutôt que tel autre, mais tout en faisant un point un peu sur l'évolution de cette littérature. Par rapport à l'anthropologie juridique, je trouve finalement que en tout cas le dialogue il se fait assez bien, moi je côtoie pas mal dans mes réseaux des gens qui sont anthropologues de formation et on travaille sur des objets finalement assez proches. Et je vois bien qu'il y a un croisement de littérature aussi, on se lit réciproquement, je pense que les approches, elles se renouvellent. Je pense qu'il y a une sociologie du droit qui se développe, qui à mon avis est beaucoup plus récente, qui avait un peu un monopole de l'anthropologie juridique, mais que c'est plus dans une logique de croisement. Là, j'étais à Bruxelles, par exemple, sur le colloque droit et mouvements sociaux, qui était organisé. Il y a eu quelques papiers sur l'Afrique. Il y avait notamment un papier sur le Nigeria, un autre sur le Burkina Faso, avec des gens qui étaient de différentes disciplines. Et je trouvais que ça faisait beaucoup écho à moi, la position que j'adopte, que j'ai pu lire par ailleurs. Donc, moi, je parlerais plutôt en termes de... Je trouve qu'il y a moins justement cette opposition qu'il y avait avant. J'ai l'impression que voilà, cette opposition, l'égalité, légitimité, droit moderne, droit coutumier, elle est quand même... y compris au sein de l'anthropologie, assez discutée et remise sur le métier, si je puis dire. Quant au droit à l'avortement, et ce sur quoi je travaille aujourd'hui, je trouvais intéressant, c'est une thématique qui m'intéressait, parce que, donc vous avez vu, mon travail, c'était sociologie du droit, sociologie de l'action publique, mais je partais vraiment de la politique de réforme qui était menée, donc partir de l'État. Et là, j'ai orienté mon projet de recherche justement sur les mouvements sociaux, qui était un peu le parent pauvre, si je puis dire, de ma thèse, avec l'idée de voir comment le droit pouvait être pertinent à mobiliser pour un mouvement social. Donc en reprenant tous les travaux de Michael McCann, Yora Israël, sur l'idée d'armes du droit, et voir en quelle mesure ça pouvait faire sens sur ces terrains-là. Et une perspective à partir des mouvements sociaux et de l'usage du droit par les mouvements sociaux. Et le droit à l'avortement me paraissait particulièrement intéressant parce que, alors quand j'ai attaqué le droit de la famille, je pensais que je ne trouverais pas plus sensible, et en fait c'est la question qui reste avec l'homosexualité. Ça reste les deux débats, les enjeux juridiques les plus tabous et les plus controversés. Et là, c'est plus on touche la famille, on touche au privé, là on touche à l'intime, à la question de la maîtrise du corps des femmes, et ça donne lieu à des débats extrêmement forts, et aussi je l'ai un peu dit tout à l'heure, et c'est encore plus marqué dans les mouvements de femmes, du positionnement, des stratégies à adopter, notamment par rapport à la religion, qui me paraissent extrêmement passionnants, parce qu'autant dans le droit de la famille, c'est arrivé vraiment sur le tard, en tout cas pour les mouvements séculiers, d'aller vers le religieux, autant sur l'avortement, d'entrée de jeu, tout le monde se positionne par rapport aux religieux, donc il y a quand même une différence là-dessus. Et aussi parce que, donc là aussi je m'inscris dans une dimension comparative, je prends des pays qui ont des législations vraiment différentes, malgré des contextes où on pourrait, comme je l'ai dit au début, trouver des points communs, etc., mais qui vont donc
de la totale reconnaissance de l'avortement, à son autorisation partielle en cas de viol et d'inceste, à son interdiction totale, sauf en cas d'avortement thérapeutique. Donc là aussi, qui permettent de retourner à ce que j'ai fait au départ aussi, la question du processus d'action publique. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des dispositifs juridiques déjà par exemple, qui autorisent Oui. dans ce que tu observes. En fait, c'est lié à ce que je disais sur le protocole de Maputo, qui en fait prévoit, et c'est notamment le travail de Lison Guignard, elle a travaillé sur l'élaboration de ce protocole, prévoit une disposition, c'est d'autoriser l'avortement en cas de viol et d'inceste. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur quel est le référent qu'on va mobiliser. Voilà, c'est les associations de femmes. Aujourd'hui, elles défendent le droit à l'avortement au nom du protocole de Maputo, donc seulement dans des circonstances spécifiques. Et il y a débat entre militantes, celles qui disent non, si on défend l'avortement, on doit le défendre pour toutes, et pas seulement pour les filles, certaines victimes. Et voilà, et c'est toute une série de débats juridiques et largement au-delà sur le projet de société qui sont absolument passionnants. Enfin, sur les pétitions, par exemple au Sénégal, il y a une pétition en ligne pour demander la réforme. Donc vous dites, souhaitez-vous signer? Alors la question c'est oui, non, pour ou contre la réforme. Et après il y a une deuxième question, si vous dites oui, qui est pour l'avortement pour toutes ou l'avortement pour les victimes de viol et d'inceste. Voilà, donc ça passe toujours par des contournements comme ça. Et voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à creuser. C'est pour ça que j'avais envie de lancer des... Bien. Oui. 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 C'est pour rebondir sur un terme que tu as employé en réponse à une question peut-être de la maison de justice occupée des femmes répudiées et battues. Et je me demandais finalement quelle était la place la question de la violence dans tous ces débats. Est-ce que c'est très présent, marginal? Et pour rebondir sur ce que tu disais comme perspective, est-ce que c'est présent aussi dans l'élaboration, comme truc structurant, dans l'élaboration de normes concernant les enfants? Oui. Alors sur la violence, c'est très présent dans les maisons de justice. Les cas, c'est des problèmes de couple, etc. Il y a très souvent, moi, dans les cas les dossiers auxquels j'ai eu accès, les PV, auxquels j'ai eu accès. Enfin là, j'ai plus les chiffres en tête, mais la violence est quelque chose d'extrêmement présent et très problématique parce que la maison de justice est une structure de médiation et donc il y a une tendance un peu à l'euphémisation en fait de la violence, qui est de dire et les médiateurs avec qui je me suis entretenue, c'était qui sont tous des hommes, tiens à dire, il y a une femme sur toutes les médiatrices, enfin il y a une médiatrice sur l'ensemble des maisons de justice. Alors ça a peut-être changé parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles maisons créées, mais à l'époque où j'ai fait mon enquête, il n'y en avait qu'une. Et l'idée c'était de dire, ça peut arriver, j'ai plein de citations sur cette manière d'euphémiser, de dire il faut préserver la famille d'abord et avant tout. Et cette idée que si c'est une violence chronique, systématique, là, il faudrait peut-être orienter vers le tribunal, mais que si c'est arrivé une fois, etc. Sauf que il y a une difficulté à le savoir. Donc là, le médiateur, il dit à la femme de revenir si jamais il y a des problèmes. Mais la question, c'est est-ce qu'elle va de fait revenir si elle considère qu'on ne lui a pas apporté véritablement de solution. Et donc ça, c'était un peu un débat. Est-ce qu'il faut... par exemple, avertir la police, avertir la gendarmerie, les mettre à contribution dans ces cas-là. Là, c'était assez variable, les positions. Et sur les violences faites aux femmes, il y a eu, en fait, c'était en 99, une grande réforme du code pénal, en fait, qui est née suite à une affaire de violence conjugale, justement, où il y a eu une forte mobilisation des femmes. Et donc, le code pénal a été réformé. Il y a notamment été introduit la notion de pédophilie, qui n'existait pas dans le code pénal, pour reconnaître les crimes sur les enfants, qui n'avaient pas leur place, n'étaient pas nommés comme tels dans le droit, mais qui est très peu utilisé par les juges, en fait. Ils ne recourent pas, alors qu'ils ont l'instrument juridique, criminaliser, allonger les peines en cas d'agression sexuelle, etc. Mais par exemple, le viol n'a pas été criminalisé. Ça reste un délit, pas considéré comme un crime. Donc il y a toujours des débats aujourd'hui. Malgré cette réforme de 99, le débat c'est de dire, déjà il y a eu certaines avancées, mais les juges s'en saisissent pas vraiment. Et c'est pas normal qu'on en reste au terme de délit pour le viol. Et avec le code de l'enfant là dont je parlais, le président, c'est un magistrat qui est président du comité pour la réforme des dispositions discriminatoires à l'égard des femmes et qui par ailleurs travaille sur la question, qui est un de ceux de la commission du code de l'enfant. Et en fait, il passe par le code de l'enfant pour essayer de faire passer des réformes en faveur des femmes.
C'est-à-dire parce que l'enfant, il dit c'est plus consensuel finalement. Et donc, par exemple, il dit sur... alors, c'est pas là lié aux violences, mais il dit au Sénégal, la fameuse question de l'autorité parentale qu'on n'a pas réussi à faire passer. Là, ils disent, dans le code de l'enfant, qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être sous l'administration de ses deux conjointes, de ses deux parents. Et que là, ça passe mieux. Et que si on le met dans le code de l'enfant, il faudra harmoniser le code de la famille, mais qu'il vaut mieux en passer par le code de l'enfant pour arriver au code de la famille. C'est une stratégie en cours. Juste un point là, juste par rapport à ça. La maison de justice, c'est un médiateur qui a un statut de médiateur, où il y a une implication citoyenne dans le fonctionnement des maisons de justice. Alors, il y a eu tout un débat, est-ce qu'il faut créer un corps de médiateurs, donc en faire des fonctionnaires, des gens qui soient rémunérés, qui soient formés aussi. Ah oui. Et en fait, le ministère a décrété qu'il n'avait pas le budget pour le moment. Donc en fait, c'est essentiellement des magistrats à la retraite qui perçoivent une indemnité qui est en fait un complément de retraite. On ne peut pas vivre... C'est plutôt un mode conciliateur, quoi. Oui, en fait, et d'ailleurs, ils disent, il y a les deux fiches de poste, médiateur, conciliateur, et en fait, quand on lit, ils sont censés faire les deux. D'ailleurs, il y a une confusion totale des termes, parce que j'en ai oui, mais la médiation, c'est pas la conciliation. Ils disent si, c'est médiateur-conciliateur. Et ils se donnent le titre de médiateur-conciliateur en disant qu'en Afrique, le médiateur n'a pas le droit d'échouer, donc en fait, il doit faire de la conciliation. Et donc, c'est une confusion totale en fait des deux registres, y compris dans le décret, enfin la fiche de poste. Et ça pose problème parce que c'est tous des anciens magistrats à la retraite. Et donc, en fait, ils adoptent des postures et des manières d'être de magistrats. Enfin, quand on assiste à une séance de médiation, c'est comme une audience, en fait. Hein. C'est très formel dans le rapport. Donc c'est censé s'en distinguer dans les pratiques, mais on voit qu'en fait, il y a tout l'éthos du magistrat qui revient dans la séance de médiation. Donc c'est assez intéressant. Oui, ça tombe bien parce que c'était aussi deux questions. La première, donc sur toujours les maisons de justice, dit que les femmes finalement qui vont dans les maisons de justice sont globalement, tu as dit 80% des femmes plutôt défavorisées, qui viennent dont on pourrait penser que c'est plutôt elles qui sont finalement entre guillemets prisonnières du droit traditionnel ou qui ont beaucoup moins d'armes, comme tu dis, que ces juristes de la bourgeoisie et tout ça. Et quelle vision ces femmes donc défavorisées qui vont dans les maisons de justice ont du droit étatique? Est-ce qu'elles font la distinction? Est-ce qu'elles se disent le droit coutumier ne va pas m'être favorable, je suis en difficulté, donc est-ce qu'elles voient le droit étatique comme une protection réellement en se disant là je vais être reconnu dans le tort qui m'est fait et donc c'est pour ça que je me déplace à la maison de justice puisque sur la manière dont elles s'approprient finalement ce droit là. Est-ce que quand tu as assisté à ces médiations, est-ce qu'elles le disent? Est-ce qu'elles disent je suis venue là parce que je me sentais plus légitime de venir parler ici? Alors, juste sur ce chiffre, c'est ce que je disais, mais je préfère le redire. Là, moi, j'ai fait des entretiens, des observations dans 3 maisons de justice, mais les chiffres, c'était dans une maison où, en fait, j'ai pris tous les PV sur les 7 années d'existence et j'ai fait mes chiffres comme ça. Mais dans mes entretiens, ils me disent non, mais c'est partout pareil. Mais bon, les chiffres, je les ai que pour celle-ci. Et en fait, souvent, non, mais ça, droit étatique, droit coutumier, en fait, c'est pas des choses qui leur parlent. En fait, elles vont à la maison de justice. Typiquement, une femme qui a été répudiée, elle vient, elle dit voilà, j'ai mes enfants, j'ai plus rien, je ne sais pas comment les nourrir. Il dit mais il est où votre mari? Elle va dire il m'a répudiée. Et c'est le médiateur qui lui apprend que c'est illégal. Enfin, les femmes ne savent pas, ces femmes-là, elles savent même pas que la répudiation est illégale. Donc elle va là-bas, c'est pas pour dénoncer son mari qui l'a répudiée. Elle ne sait pas qu'elle n'a pas le droit d'être répudiée. Elle l'apprend à ce moment-là, elle vient pour un problème très concret qui est comment je vais nourrir mes gamins. Et c'est comme ça, après, qu'elles sont au fait de leurs droits, comme le fait d'avoir été frappées. Oui, elles s'en plaignent et elles viennent... d'ailleurs, pas forcément juste parce qu'elles ont été frappées, en fait. Elles viennent pour d'autres problèmes, mais il y a le constat aussi qu'elles ont été battues, etc. Mais qui est intégré comme quelque chose de normal. Et non, alors, dire que... Alors, certes, il y a le côté, il faut concilier, il faut pardonner, mais de l'autre... où on va faire un rappel à l'ordre au mari, dire que c'est pas normal, dire à la femme s'il recommence, il faudra venir nous voir. Donc c'est, j'ai envie de dire, une découverte quelque part. On est dans cette mission finalement un peu une pédagogique dont tu parlais, c'est-à-dire d'expliquer aux gens quels sont leurs droits. Ouais. C'est vraiment apprendre ces droits. On vient pour un problème très concret, très basique, mais pas du tout en disant je revendique tel ou tel droit. Puisque... Et souvent on dit aussi je suis allée voir l'imam, ou je suis allée voir le chef de quartier. On ne va pas d'abord à la maison de justice. On va voir les autres acteurs. Et ça aussi, c'est une réussite des maisons de justice. C'est qu'elles ont réussi à mettre en place une collaboration avec ces acteurs-là.
C'est-à-dire qu'ils ont été démarchés, les chefs de quartier, les imams, pour dire il faut qu'on travaille ensemble. Et donc, ça se voit des imams qui vont dire allez peut-être voir les médiateurs. Enfin, on essaye de mettre en collaboration ces acteurs-là plutôt que les opposer, de les faire travailler ensemble. En fait, oui, on ne peut pas s'empêcher de penser à la thèse de Samer Gamroun, parce qu'il y a le côté tu sais, sur le juge des enfants au Liban, et avec le côté le pluralisme. En fait. Et dans la thèse de Gamroun, il y a l'idée l'État, en créant une juridiction, en l'occurrence le juge des enfants, alors que l'État est réputé faible, il fait quelque chose qui va avoir un impact sur tout le monde, notamment sur les juges confessionnels qui sont là. Et je me demandais, au fond, là, est-ce qu'on voit un impact de l'essai de création d'un droit, par exemple au Maroc, sur qu'est-ce que ça dit sur l'État, au fond. Enfin, évidemment, il y a ce paradoxe qu'au Maroc, là où le droit est nouveau, l'État est fort, relativement fort, et alors que au Sénégal, l'État est si faible, enfin, si soumis aux pressions des pressions confessionnelles, je ne sais pas comment on appelle ça. Au Liban, l'État est faible aussi. Enfin, Oui, mère, hein. Mais il arrive quand même à faire quelque chose, au moins un temps, avec ses juges, à les mettre en avant comme une production spécifique qui montre que l'État existe encore, existe quand même, quelque chose de ce genre. Donc ça il n'y a peut-être pas de réponse. Non, l'État, oui, mais c'est intéressant par rapport aux juges, par exemple. Au Sénégal, l'État existe, par exemple, dans les maisons de justice, comme je l'ai dit, en acceptant de faire plein de concessions sur le droit, en fait. C'est dire, j'accepte finalement une norme qui est pas tout à fait la mienne, mais au moins c'est moi qui porte la décision. Alors qu'au Maroc, il y a des formations pour les juges. Chaque année, le ministère de la Justice fait un rapport qui est d'ailleurs ensuite médiatisé, où on fait une conférence de presse, etc., où on voit les points qui ont posé problème, notamment qu'il y a trop d'autorisations qui sont données pour les mariages des mineurs, parce que maintenant dans le nouveau code marocain, le mariage des mineurs, mais c'est surtout des jeunes filles, et la polygamie doivent être exceptionnelles. Et sauf qu'en fait, c'est 90% des demandes qui sont acceptées. Donc ça, c'est pointé par les statistiques, par les associations de femmes. Et donc là, les juges se font sermonner. Genre, ça va pas, il faut... Et on surveille. Et ça pose la question de l'indépendance de la justice. C'est-à-dire, est-ce que l'exécutif doit se mêler de la manière... Parce que finalement, ils ont cette possibilité, cette marge de manœuvre, les juges. Après, ils en ont une interprétation conservatrice, mais ils ne font rien qui soit contre le droit. Et donc voilà, l'État, là... s'impose un peu sur la manière dont ils doivent faire leur travail pour aller dans le sens, la ligne du texte, alors qu'au Sénégal, c'est bon, on n'y arrive pas, donc on se saisit d'une autre norme pour y mettre notre tampon. Oui, évidemment, je pense à Samer Gamroun, je l'avais noté. Je pense aussi qu'il faudrait que je retrouve, par contre, les références. Il y avait des très bons travaux à l'université de Birzeit en Palestine, où je suis allé plusieurs fois, sur précisément le fonctionnement de la justice, mais avec cette complexité qu'analyse aussi Gamroun entre les justices religieuses, communautaires, et la justice étatique. Je crois que ça pourrait être intéressant de regarder ça. Mais du coup, ça me suggère autre chose qui est, tu as dit, tu travaillais par rapport à Gamroun, qui travaillait sur la justice, enfin le fonctionnement de la justice, le rôle de la justice comme régulatrice, en quelque sorte, des conflits familiaux autour de l'enfant. Toi, ta particularité, quand même, c'est d'avoir travaillé non seulement sur la mise en œuvre, le processus d'application, mais sur la conception même, la phase de conception du droit. Et la question que je me posais, c'est est-ce que dans l'analyse que tu as faite de la phase de conception, de formulation du droit, tu vois des logiques à l'œuvre qu'on va retrouver après dans ce que tu as appelé la norme pratique, c'est-à-dire à la fois des logiques qui s'affrontent, des conceptions différentes qui s'affrontent au moment de la conception même de la production de la norme juridique, et que tu vas retrouver en fait dans l'application après, quoi, et qui va être constitutif de ce que tu appelles, ce qui est intéressant, la norme pratique. Oui, mais en fait, c'est tous les points du droit qui posent problème dans l'application. Quand on regarde les débats parlementaires, et on voit en fait tous les arrangements... Quelles sont toutes les logiques qui vont réapparaître après dans la mise en œuvre, en fait. Au Maroc, c'est l'article 49 qui en fait prévoit un partage du patrimoine conjugal en cas de divorce, puisque c'est le régime de la séparation des biens, le droit commun. Et là, ça permet aux époux de signer un contrat
au moment du mariage, qui prévoit donc ce partage des biens, et qui est en fait une tradition du Souss marocain, et qui a été réappropriée pour en faire une norme du droit étatique. Et c'est intéressant de voir que les tribunaux d'Agadir et du sud du Maroc l'appliquent sans problème, pour déterminer, voilà, parce qu'en fait tout l'enjeu c'est comment on évalue la part de la femme au foyer dans le ménage. Et on voit que dans le sud ça pose pas vraiment de problème, et qu'il y a très peu de contrats qui sont signés dans le nord du pays. De la même manière qu'au Sénégal, l'abrogation de la répudiation, ça s'est fait au prix de Messi, regardez telle ethnie, en fait ils ne l'acceptent pas, donc on pourrait se baser sur telle ethnie pour la supprimer. La succession, c'est pareil. Dire oui, on est musulman, mais en même temps, on reconnaît l'égalité des sexes, donc il faut trouver un entre-deux. Donc on crée deux régimes, un tronc commun et deux régimes de dévolution différents. Voilà, en faisant des arrangements entre différentes normes, sauf qu'après, en pratique, on dit au juge, bon ben, gérez. Et là, il gère, mais dans un sens plus conservateur que ce qui était, en tout cas, dans le discours politique annoncé. Ça veut dire que dans ton cadre d'analyse, on peut dire que la norme pratique, d'une certaine façon, on peut déjà l'anticiper en regardant le processus de production de la loi. Quoi. Oui. Ouais. On a eu une belle discussion, une belle présentation de Mariam et une belle discussion. Alors, avant de boucler cette séance, je vous annonce la prochaine séance qui aura lieu le 25 mai avec une présentation du livre de Jean-Pierre Durand, La fabrique de l'homme nouveau, qui est un ouvrage de sociologie du travail qui vient de paraître tout récemment. Voilà, merci. À bientôt. Merci.